Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? L'Afrique, la mer, cette terre dont tout le monde a un avis, la plupart du temps sans jamais y avoir mis les pieds. L'Afrique, c'est un rêve qui pendant longtemps m'a effrayée. J'avais peur de ce que je voyais dans le journal de 20h sur TF1 ou à la une du Parisien. Des écrits de personnes qui me donnaient l'impression de maîtriser le sujet parce qu'au fond, ce sont des journalistes, donc des gens qui font un véritable travail d'investigation en toute objectivité. Du moins, ma naïveté m'a poussée à le croire. Et puis un jour, j'ai eu la chance d'y aller. Je me souviendrai toute ma vie de ce sentiment une fois sortie de l'avion. C'était un énorme pincement au cœur, comme quand un coup de foudre pour la première fois. Et puis, j'ai découvert un autre visage de l'Afrique, celui qu'en Europe, on ne nous montre pas. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nathalie du blog Joli Tropisme. Cette maman, chef d'entreprise, a tout quitté pour aller vivre là-bas. Aujourd'hui, elle nous parle d'elle, de son expérience, mais surtout de son Afrique. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver? Je suis Tia Brown Sugar, une touche-à-tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à t'abonner, commenter, le noter et le partager pour m'aider à le faire découvrir. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Nathalie. Bonjour Tia. Ça va? Ah, très bien, merci. Et toi? Super, je suis vraiment très heureuse de t'accueillir dans cet épisode. Alors, je pose toujours la même question à mes invités, mais c'est pour vraiment planter le décor. Toi, tu es plutôt thé ou café? Ah, thé à 200%. Ouais. Ça me va, on se fait une pause thé, on est parti pour une petite heure, on va déguster ça et je sens que ça va être super intéressant. Alors, pour un peu avoir une idée de la femme que tu es aujourd'hui, on va commencer par remonter le temps. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, où tu vivais, comment ça se passait? Bien sûr. Donc en fait, moi, je suis. Donc mon père était belge, ma mère est belge aujourd'hui, mais à la base, elle est d'origine rwandaise et elle a grandi au Zaïre. C'est là où elle a rencontré mon père. Et moi, je suis née au Burundi, donc je ne suis née ni dans le pays de mon père, ni dans le pays de ma mère. Ensuite, j'ai grandi au Cameroun parce que mon père travaillait dans le domaine du thé et du café en tant qu'ingénieur agronome. Et donc, sa carrière s'est faite à l'étranger principalement, dans les pays où il y a du thé et du café, logique. Ouais. Et donc voilà, après donc le Burundi, on l'a quitté en 86, j'avais 2 ans, on s'est installé au Cameroun, où là j'ai vécu jusqu'à mes 12 ans, environ 11 ans et demi. On allait chaque année en vacances en Belgique, donc j'ai toujours su aussi que la Belgique c'était aussi chez moi. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de grandir sur le continent africain et donc en fait de ne jamais être confronté à la façon dont on présente le continent africain, puisque moi j'étais sur place. Donc les seuls moments où j'étais confrontée à la façon dont les gens percevaient l'Afrique, c'était en allant en vacances en Belgique et ensuite quand on est rentré définitivement en Belgique, où là du coup j'ai découvert qu'en fait pour la plupart des gens, ce que moi je percevais de l'Afrique n'était absolument pas ce que eux percevaient. Donc voilà, donc c'était vraiment une enfance plutôt merveilleuse parce que entourée de gens qui venaient vraiment de partout, parce que déjà le climat sur le continent africain il est quand même très agréable. Donc voilà, ça pour quand on est enfant, on peut tout le temps être dehors, c'est quand même vraiment une enfance qui est assez magique. Et la chance aussi d'être vraiment entre mes deux cultures vis-à-vis de mes parents, c'est-à-dire que j'ai grandi aussi bien en étant élevée dans la culture belge que dans la culture africaine, puisqu'on était sur le continent africain et que ma mère était entourée d'autres femmes africaines. Donc voilà, j'ai toujours pu bénéficier de la force de cette éducation entre deux mondes, en fait. Et donc voilà, ça c'est pour mon enfance. À quel âge tu arrives en Belgique? Donc j'arrive à 11 ans et demi, j'arrive au moment où on rentre au collège, en fait. Alors, la Belgique, je connaissais parce qu'on y allait en vacances, mais du coup, je connaissais l'été, donc le mois de juillet, le mois d'août où il faisait beau. Je connaissais aussi surtout ma famille, qui est une famille avec des gens qui voyagent énormément, cultivés, etc. Donc, au sein de ma famille, je n'avais jamais
noter que j'étais une Belge différente, j'ai envie de dire. Voilà, pour moi, j'étais belge, c'est le seul passeport que j'ai, et eux ne m'ont jamais fait sentir que c'était problématique. Mais là, tout d'un coup, en arrivant en Belgique à presque 12 ans, en rentrant au collège, je réalise qu'en fait, les gens, le métissage, ils connaissent pas très, très bien. C'est-à-dire que moi, c'était un peu ma norme. Autour de nous, il y avait énormément de métissage, que ce soit africain, asiatique, africain, européen, ou même entre Africains. On peut considérer que c'est du métissage quand un papa est congolais, qu'une maman est sénégalaise. C'est des cultures différentes, donc c'est aussi du métissage. Et donc, je me rends compte que je dois expliquer aux gens, en fait. Parce que quand ils voient ma mère, ça va, parce que ma mère est noire. Mais quand ils voyaient mon père qui était blanc, là, il y avait comme un truc qui buguait. Alors, on me demandait si j'avais été adoptée. C'était vraiment bizarre. Donc, moi, j'ai 11 ans et demi. J'ai grandi dans un milieu extrêmement multiculturel et je me retrouve, en fait, à Bruxelles dans un monde où, en fait, les gens sont un peu moins ouverts que moi. C'est pas de leur faute, hein. Je veux dire, en plus, c'était avant Internet, etc. Mais c'est vrai que moi, j'arrive et je suis un peu choquée par les questions qu'on me pose. On me demande dans quoi on habite, comme si on pouvait habiter dans autre chose qu'une maison ou un appartement. Je sais pas. C'était pour moi une question qui était vraiment genre, mais dans quoi tu veux que j'habite en fait? On me demande comment était la vie là-bas, le genre est-ce qu'on avait des animaux domestiques, mais je crois qu'ils s'attendaient à ce que je réponde des animaux sauvages, alors qu'on avait juste un chien, comme beaucoup de gens. Voilà. Et donc, moi, je me souviens que je rentrais souvent de l'école ou des balades que j'allais faire et je rentrais à la maison et je disais toujours à mon père, mais les gens, ils sont bizarres ici. Enfin, j'aime pas les questions qu'ils me posent, j'aime pas devoir tout expliquer comme ça. Et mon père m'a tout simplement répondu, mais si tu regardes un peu ce qu'on voit à la télé, tu comprendras en fait. La plupart des gens ne voyagent pas. Tu as eu une enfance extrêmement privilégiée, la chance de voyager, mais sache que d'abord, c'est pas la norme. Donc, ça aussi, c'est un truc que je découvrais, puisque moi, j'avais été entourée de gens qui venaient de partout. Donc, pour moi, voyager était normal. Et là, mon père m'explique que ce n'est pas le cas de beaucoup de gens. La plupart des gens vivent dans un pays, vont en vacances dans ce pays, que ce soit à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud, mais ils restent dans leur pays. Et il me dit, voilà, si tu allumes la télé, les documentaires qu'on montre concernent quoi? Les safaris, donc les animaux sauvages. Il y a beaucoup de documentaires animaliers à l'époque. Et sinon, les tribus. Donc, on va aller montrer les Maasai au Kenya. D'ailleurs, beaucoup de gens me demandaient régulièrement si ma mère était Maasai. Et j'étais là, genre, mais attendez, il n'y a pas que des Maasai sur ce continent. Donc, c'est vraiment une question un peu bizarre, comme si je vous demandais si vous étiez viking. Ça me semblait vraiment bizarre, mais mon père m'explique donc que voilà, il faut que je sois un peu patiente et que c'est ce qui est montré et que donc oui, je dois prendre le temps d'expliquer parce que ce serait dommage de rater l'occasion justement de défendre un peu mon point de vue plutôt que de leur laisser croire que ce qu'ils voient à la télé est la seule norme. Ouais. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai 11 ans et demi, 12 ans, mais déjà à ce moment-là, je suis là genre, mais oh là là, il va falloir que je m'explique beaucoup et souvent. Tu arrives à un âge où toi-même, tu es en construction avec tes propres questions et là, tu dois répondre aux questions des autres. Donc, ça devait être compliqué. Oui, alors, c'est compliqué. Alors, la chance que j'avais, justement, c'est avec l'enfance qu'on a eue et les parents que j'ai eus qui nous ont vraiment élevés dans le fait que le monde entier est vaste et qu'on est tous, au final, juste une toute petite personne sur une planète et que donc, il faut être ouvert et curieux. Ça fait qu'en fait, je pense que je n'avais aucun questionnement par rapport à ma propre identité. Donc, ça ne me remettait pas en question dans mon identité. Ça pouvait parfois m'énerver parce que je trouvais ça énervant de devoir répondre toujours aux mêmes questions, d'où tu viens, comment c'était, dans quoi tu habitais, c'était vraiment récurrent. Mais c'est vrai que ça ne m'a pas non plus blessée parce que je savais. En fait, je me suis même souvent dit que quelque part, c'était une chance que je connaisse l'autre partie de ma culture. Parce que j'imaginais mes autres camarades qui pouvaient être africains et européens, mais qui en fait avaient toujours vécu en Europe parce qu'ils sont là depuis 2 ou 3 générations en fait. Et je me disais pour eux ça doit être beaucoup plus compliqué parce que quand on les renvoie à ces clichés, si tu n'as jamais été sur le continent africain et que toi-même à la télé c'est ce que tu as vu, peut-être ça doit être plus compliqué pour eux. Donc je pense que moi ça m'ennuyait, mais ce n'était pas quelque chose qui influençait la perception de mon autre origine en fait. Et ça, c'était la chance justement d'être arrivée aussi tard. Mais c'est vrai que je me disais, voilà, pour mes amis d'origine, mais qui sont vraiment depuis 2 générations en Belgique, ça devait être vraiment ennuyeux pour eux. Moi, ça allait parce que je pouvais dire, mais non, inviter des amis à la maison, sortir des albums photos et faire, regarde, c'est une maison normale. Mais je voulais dire, c'est à l'adolescence,
on se pose des questions en tant qu'être humain, pas forcément d'où l'on vient, mais tu sais, surtout nous, jeunes filles, même les garçons, en plus, tu sais, la puberté, le corps change. Est-ce que je ressemble à toutes les filles ou est-ce que je suis aussi belle que toutes les filles? Tu sais, c'est ces questions que tout le monde a Ah oui, à cet âge-là. par rapport à l'image, c'est vrai que j'ai été un peu plus perturbée, comme tous les ados. J'ai été surtout parce que, voilà, de nouveau, j'ai découvert que, par exemple, mes cheveux, qui n'avaient jamais été un sujet de conversation, le devenaient. Donc, c'est vrai que ça a été un peu douloureux et un peu particulier. C'est-à-dire qu'on m'avait jamais parlé de mes cheveux. Enfin, je sais pas comment dire, mais ça n'avait jamais été un sujet de conversation, à part avec ma mère qui me disait va te coiffer ou bien on va au salon de coiffure. Mais personne à l'école ou dans ma vie me parlait de mes cheveux. Et arrivé en Belgique, j'arrive avec mes cheveux bouclés. Donc, moi, j'ai des cheveux bouclés qui ne nécessitent pas de défrisage ou de lissage, mais par contre, ils sont volumineux. Et c'est vrai que c'était compliqué parce qu'en fait, moi, j'ai toujours adoré mes cheveux, mais quelque part, subitement, le fait qu'ils soient un sujet de conversation, qu'on m'en parle, qu'on veuille les toucher ou qu'on les touche, et que dans tout ce que je lis comme magazine d'adolescentes, là, les jeunes et jolies, etc., je suis jamais dedans. Genre, on parle de shampoing pour avoir une blondeur parfaite, on parle de shampoing pour ne pas avoir les cheveux gras. Ce ne sont pas du tout des thématiques qui me concernent. Et donc, c'est vrai que, voilà, adolescente, c'est compliqué de se construire dans un monde où rien n'est fait pour nous représenter. Et donc, on est aussi en Belgique où, du coup, je fréquente beaucoup moins de gens d'origine africaine puisqu'il y en a moins. Et donc, c'est vrai que, voilà, c'était compliqué. Là encore, la chance que j'ai eue, c'est ma sœur, ma mère qui, à la maison, voilà, était là pour me donner des conseils et des astuces sur nos cheveux. Mais c'est dans la famille qu'on les cherche parce que de l'extérieur... il n'y avait rien, quoi. Donc c'est vrai que oui, j'ai découvert aussi cette thématique-là qui n'en était pas une dans ma vie avant, mais qui le devient à l'adolescence parce que oui. T'es toujours là? J'ai pas entendu ta question. Oui, j'ai juste pas entendu ta question. Non, non. Alors, la question qui arrive ensuite, c'est, là, tu passes ton adolescence, comment tu rentres dans la vie d'adulte et est-ce que pour toi, ta vie d'adulte était toute tracée? Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire? Est-ce que c'était évident ou pas du tout? Alors, c'était pas évident dans le sens où je n'étais pas sûre à 100% de ce que j'allais faire. Par contre, c'était évident qu'après l'école, j'allais faire des études universitaires parce que dans la famille, c'était ce qui était prévu et ce qu'on nous avait dit de faire. Donc, du coup, après l'équivalent du bac, que nous, on appelle la rhétorique en Belgique, je m'inscris à l'université. Je m'inscris d'abord en fac de droit parce que je me dis que c'est assez général et que ça m'ouvrira assez de portes. Mais en fait, je rate mon année parce que ça, en fait, c'est très, très. C'est beaucoup d'apprentissage par cœur et c'était quelque chose que moi, je n'aimais pas beaucoup. Donc, j'ai beaucoup repoussé avant l'examen. Et donc, bref, je rate mon année en droit. Et je me dis, non, en fait, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Mais je veux rester à l'université. Donc, je m'inscris en Sciences Po parce que le cursus est beaucoup plus général et je me dis, ça va plus m'intéresser. Moi, j'aime bien toucher à plusieurs choses. Et je me dis, voilà, Sciences Po, il y a un peu de droit, mais il y a aussi des sciences économiques. Et justement, moi qui ai une passion pour le continent africain, la politique en général, ce sera comment dirais-je, des matières dans lesquelles je pourrais plus facilement trouver ce qui me plaît. Donc, je fais mes études en Sciences Po, ça se passe bien. Je rencontre aussi celui qui va devenir mon mari. À ce moment-là, je ne le sais pas parce que j'ai 19 ans, donc ça aurait pu être aussi une courte histoire. Mais c'est vrai que je ne me pose pas de questions, quoi. Donc après mes études, je commence à postuler, j'envoie des CV et voilà, avec un master en Sciences Po, on a des interviews assez facilement. Et donc mon premier job, j'accepte le premier job qu'on m'offre qui est dans le monde des assurances soins de santé parce que je me dis, voilà, c'est assez général, c'est une grosse boîte. En fait, voilà, pour moi, là, c'était le chemin classique et typique. En fait, je me suis pas vraiment posé de questions là, à ce moment-là, sur qu'est-ce que je veux, où je vais, quels sont mes projets. Voilà, j'étais très insouciante, je vivais un peu au jour le jour et je suivais le chemin le plus classique. En fait, le chemin qu'il y avait eu autour de moi, dans ma famille, tout le monde, quoi. On allait à l'école, on faisait des études, puis on prend un boulot et puis après, on s'installe et on continue comme ça.
Si on a envie de se marier, on se marie. Si on a envie d'avoir des enfants, on a des enfants. On achète un appart. Je suis vraiment dans les cases les plus communes, en fait. C'est ça, Les le plus schéma communes classique. possibles. Oui, Qui est très bien aussi. exactement. Qui est Exactement. À ce moment-là, moi, ça me convient. Si ça m'avait pas convenu, je me serais posé des questions plus tôt. À ce moment-là, tout ça, les choses suivent leur cours les unes après les autres et ça se passe bien. J'emménage avec mon copain qui va devenir mon mari. Lui aussi travaille. Et puis, on décide d'acheter un appartement. On décide de se marier. Vraiment, on suit vraiment un truc très, 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 très classique. À quel moment, justement, ça ne va plus? À quel moment tu dis, j'ai envie d'arrêter cette vie-là, j'ai envie de voir autre chose, d'aller ailleurs? Alors, cette envie, elle est venue assez tard, en fait. Elle est venue au moment où je suis tombée enceinte de notre fille aînée. Bon, il faut savoir que quand on est rentré en Belgique, moi, j'avais toujours dit à mes parents que je repartirais un jour. Mais voilà, ça, c'est en 1995. Entre-temps, le temps passe et je tombe enceinte en 2011. Donc, vraiment, le temps passe bien. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que comme toutes les choses en Belgique avaient coulé de source, les études, trouver un boulot, voilà, je n'avais jamais eu de moment dans ma vie où je me posais des questions sur est-ce que ça me convient, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Par contre, la grossesse, et ça, je pense que la plupart des femmes qui tombent enceintes pourront le confirmer, à partir du moment où on est enceinte, eh bien, subitement, il y a vraiment beaucoup de questions existentielles qui nous tombent dessus. Je pense que c'est normal parce que c'est une façon de se préparer à ce nouveau job qui est un job qui est vraiment assez particulier. Donc, on se pose beaucoup de questions. Et là, en fait, tout d'un coup, on discute beaucoup avec mon mari. Et moi, j'avais eu cette enfance vraiment chouette sur le continent africain qui m'avait permis d'embrasser complètement qui j'étais, à savoir autant belge qu'africaine. Je déteste quand on dit pour les métis moitié-moitié. J'ai toujours trouvé ça insupportable. Je ne suis pas moitié africaine ou moitié européenne. Je suis 100% les deux. C'est-à-dire que ce soit sur le continent européen ou sur le continent africain, je suis chez moi dans les deux cultures, celle de ma mère ou celle de mon père. Il n'y a pas des choses que j'ai prises, des choses que je n'ai pas prises. J'ai tout pris chez les deux. Et donc, mon mari, lui, par contre, mon mari, lui, par contre, il est métis aussi, mais lui, il a toujours vécu en Belgique. Donc, sa mère est d'origine burundaise, son père est belge. Ils allaient en vacances au Burundi chaque année. Il y a eu beaucoup de membres de sa famille qui ont habité chez eux, donc il connaît bien sa culture burundaise aussi. Mais lui a toujours vécu en Belgique, même pas dans une grande ville, dans une ville plus petite, etc. Et lui m'avait raconté un peu ses années d'école, en fait. Et c'était compliqué parce qu'il était un peu le seul non blanc et il a quand même subi pas mal de racisme et de choses qu'il a parfois identifiées plus tard aussi. C'est-à-dire quand tu es un enfant, tu peux aussi prendre beaucoup sur toi sans même oser en parler à tes parents parce que tu te rends compte qu'il y a un problème et comme tu ne l'identifies pas, tu te tais et tu le portes. Et il m'avait raconté tout ça des années avant. Et là, tout d'un coup, quand je suis enceinte, je lui dis, mais attends, bon, évidemment, les choses ont changé entre le moment où il a été à l'école, etc., mais pas encore assez à mon goût. Ouais. Et je lui dis, mais comment est-ce que nous, on va transmettre à notre fille le fait qu'elle est, africaine et européenne? Genre, nous, on a pu avoir cette transmission par nos mères, moi aussi par le fait de vivre sur le continent africain. Mais je dis là, si on est juste nous deux ici en Belgique, avec les grands-parents, waouh, elle risque d'être déconnectée. Et à ce moment-là, vraiment, ça commence à m'obséder, en fait. C'est-à-dire que je suis là, genre, comment je peux transmettre à un enfant qui a deux cultures exactement la même chose, voilà. Et en ce moment-là aussi, l'entreprise dans laquelle je travaille, j'avoue que ça se passe pas super bien, dans le sens où ma manager, qui est pourtant une femme, n'est pas super ravie que je sois enceinte. Enfin, voilà, je me rends compte que dans cette société, qui est une grosse boîte, voilà, on dit, c'est pas qu'on pose un problème quand on tombe enceinte, mais c'est que la partie au-dessus, voilà, ils sont pas trop chauds parce qu'on commence à vérifier en fait à quel point tu vas un peu faire un choix entre ta carrière et ton enfant. Donc tout ça me heurte énormément. Je ne m'y attendais pas, surtout comme c'était une femme, ma manager, qui était maman aussi. Je m'attendais à beaucoup de bienveillance. Je réalise que ça va être plus compliqué que ça. J'en parle avec des collègues. Bref, on réalise que tout ça, voilà, que je suis dans un univers. En fait, tout ça commence à me poser problème. C'est-à-dire que la partie identitaire, en me disant comment je vais la transmettre, et puis la partie sociale où je suis là, oulala, ces horaires de bureau, et là je suis à peine enceinte et c'est déjà beaucoup de pression que je ressens, qui n'est pas dite, hein, c'est pas quelque chose où elle me disait ah t'es enceinte, je vais te pourrir la vie, mais voilà, c'est commencer à changer des choses dans mes projets, dans mes horaires, pour un peu voir comment je réagis alors que j'ai même pas encore accouché, enfin bref, très bizarre.
Et donc voilà, le congé maternité arrive. Évidemment, à la naissance, quand je vois ma fille, c'est l'amour fou. Et vraiment, à partir de là, ce qui compte, c'est elle. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle est le centre de notre univers et on a envie du meilleur pour elle. Et quand elle a 3 mois et que je reprends le boulot, ce que j'avais pressenti durant ma grossesse se confirme. C'est-à-dire que vraiment, au lieu de me faciliter la vie comme jeune mère, et me permettre d'avoir une reprise en douceur. Non, on m'accueille en mode tiens, on a gardé tout ça pour toi et il n'est pas question qu'on t'aménage tes horaires un peu de façon plus sympa parce que tu es maman. En plus, j'avais demandé une pause carrière, c'est-à-dire qu'un jour par semaine, je ne travaillais pas pour être avec ma fille et on ne peut pas le refuser légalement, mais par contre, du coup, moralement, c'était chaud. Et donc là, je me souviens vraiment, je fais un espèce de petit burn-out. En fait, j'ai déposé ma fille tôt le matin, donc c'est en hiver, elle est née en août. Donc quand j'ai repris, c'était novembre. Je la déposais le matin, il faisait noir. Je devais presque la réveiller le matin pour l'amener à la crèche. Puis elle passe toute sa journée avec d'autres personnes que moi, en fait. Et quand je la récupère, moi, j'ai dû courir pour arriver à temps avant la fin de l'horaire de crèche. Et je récupère un bébé qui est explosé de sa journée, donc qui mange, qui prend son bain et puis qui s'endort. Et plus ça, plus les conditions au travail, en fait, je commence vraiment à perdre pied. Et je dis à mon mari, moi, ça va pas aller. En fait, c'est pas pour ça. Enfin, c'est pas comme ça que je conçois notre vie de famille. Ce n'est pas comme ça que je conçois l'éducation de ma fille. Moi, j'ai pas grandi dans ce contexte-là. J'ai eu une enfance où mes parents avaient du temps à nous consacrer, où on était entourés, où on était, voilà, je me sens pas à ma place. Alors que je me suis toujours sentie à ma place en Belgique. Là, tout d'un coup, avec la maternité, je me dis non, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui me pose problème. Et c'est là que je commence à dire à mon mari, écoute, moi, j'ai des amis qui sont partis, qui sont retournés soit en Afrique de l'Ouest, soit au Rwanda. Moi, je commence à envoyer des mails, quoi. Je dis, je sais pas quoi, pourquoi, mais je vais commencer à envoyer des mails. Et donc, j'écris à mes amis, genre, alors, ça se passe comment, votre retour? C'est pas l'époque où il y a WhatsApp, en plus, il y a que Facebook ou les mails. Donc, je fais des bons mails, alors, c'est comment? Et tous ceux à qui j'écris sont tous en mode, écoute, oui, c'est pas parfait, mais qu'est-ce qu'on est content d'être là. Et moi, à ce moment-là, je suis déjà prête à faire mes bagages et à partir, mais genre, dans l'instant, je suis tellement au bout que je dis à mon mari, on part, on se débrouillera, on trouvera bien sur place ce qu'on va faire. Comme lui est beaucoup plus pragmatique, il me dit, écoute, on va quand même plutôt d'abord aller voir, tu vois, parce que lui, il a jamais vécu en plus en dehors de l'Europe, il a été en vacances, mais contrairement à moi, il n'a aucune idée de ce qu'est la vie dans un pays sur le continent africain. Et donc, il me dit, on va être raisonnable, on va d'abord aller voir. Et le Rwanda s'impose très vite parce que j'ai un oncle qui peut nous accueillir et quelques amis belgo-rwandais qui sont déjà revenus et qu'on peut rencontrer et qui peuvent donc un peu nous aiguiller, répondre à nos questions. Et le Rwanda a bonne presse en plus. C'est un pays qui a connu un drame absolument atroce avec le génocide des Tutsis en 94, mais qui, après ça, est dans la reconstruction, dans le progrès, dans le développement. Donc, il y a un côté un peu stimulant. C'est le pays de mes grands-parents. Ça fait sens. C'est près du Burundi, qui est son pays d'originalité par rapport à sa mère. Donc, on se dit, allons en vacances. Enfin, moi, je voulais déjà déménager, mais mon mari dit, allons en vacances. Quelque chose en son temps. Exactement. Lui, il est vraiment genre, OK, je sais que tu vas pas bien, que c'est compliqué, mais il faut pas prendre des décisions non plus uniquement dans l'émotion. Genre, c'est normal que tu en aies ras-le-bol du boulot. Tu as raison de trouver que c'est pas correct. En effet, on va peut-être pas élever notre fille dans ce contexte-là, mais de là à prendre nos valises et à se barrer, c'est un peu, c'est un peu extrême. Hyper marrant parce que moi, je serais plus comme ton mari et mon mari serait plus comme toi. Tu vois, mon mari serait toujours comme ça dans les couples. Il faut le feu et l'eau. Et je pense que c'est ça qui aide à tempérer, tu vois, dans le couple, parce que finalement, on est à l'opposé dans notre façon de faire, mais je dis que c'est un bien pour un mal. Et surtout, je pense que si on avait suivi mon instinct, je ne pense pas que ça se serait concrétisé de la même façon. Voilà, donc je pense qu'honnêtement, c'était bien que son tempérament soit plus calme et plus réservé. Ça a permis aussi que ce projet fonctionne. Ma fougue était bien pour lancer, mais c'était bien que derrière, il y ait quelqu'un qui soit un peu plus en mode, on fait les choses bien, comme ça, voilà. On ne fait pas n'importe quoi dans l'émotion. Alors, comment tu vis ton retour au Rwanda, même si ce n'est que pour les vacances? Dans un premier temps, comment tu le vis? Est-ce que tu te rappelles de tes sentiments quand tu sors de l'avion? Dans l'intro, je l'ai dit, moi, la première fois que j'étais en Afrique, j'ai eu un sentiment qui est indescriptible. Alors toi, c'est chez toi, et tu connais. Oui. Ça faisait longtemps que tu n'étais pas partie. Mais j'ai eu des frissons quand tu as fait ton introduction parce que je me suis vraiment dit, tiens, oui, c'est à peu près ce que j'ai ressenti aussi. Donc,
Ok, j'avais grandi sur le continent africain, mais grosso modo, là, ça fait plus ou moins, quand on y retourne, donc c'est en 2014, ça fait plus ou moins presque 20 ans que je n'ai plus remis le pied sur le continent africain noir. J'ai été au Maroc, j'ai été en Égypte, j'ai été en Tunisie, mais le Rwanda, j'y suis passée en vitesse en 2000, mais j'avais, genre, j'étais toute jeune, 17 ou 18 ans, et c'était une semaine, donc je ne m'en souvenais pas. Donc, bref, on prend cet avion, je suis vraiment super excitée, on est avec la petite, mon mari. Et en fait, quand l'avion arrive à Kigali, donc c'est encore des aéroports où on atterrit sur le tarmac et on a, tu sais, les escaliers qui arrivent et on va marcher sur le sol de Ouais. l'aéroport, en fait. Et on est en janvier, donc c'est la petite saison des pluies. Et donc voilà, pendant tout le vol, j'étais surexcitée. Et puis là, quand on arrive et que les hôtesses ouvrent les portes, il a plu. Et il y a cette odeur qui est vraiment l'odeur de la pluie en Afrique. Tous ceux qui vivent en Afrique savent de quoi je parle quand je dis ça. C'est une odeur qui sent la terre, qui sent cette terre rouge, là, qui sent la latérite. C'est une odeur humide, une odeur chaude. C'est pas l'odeur qu'on trouve dans une forêt ou quoi. C'est vraiment l'odeur de la pluie sur le continent africain, que ce soit au Cameroun, n'importe où. Cette odeur, elle est unique. Et là, quand je sens cette odeur, alors là, c'était. Je me suis mise à pleurer, en fait. Déjà, mon mari était là, genre de nouveau, oh la la la. Genre, on n'est même pas encore sorti de l'avion. Genre, je vais jamais réussir à la contenir pendant 3 semaines. Elle, hein, ça va vraiment être tôt. Et donc, je me mets à pleurer. Je lui dis non, c'est juste que tout d'un coup, cette odeur, ça m'a rappelé toute mon enfance. Dès qu'il pleuvait, nous, on courait dans le jardin avec ma sœur. Dès qu'il pleuvait et qu'on ouvrait les fenêtres, parce que c'est souvent chaud malgré la pluie, voilà, tout d'un coup, ça me ramène plein de trucs et je suis extrêmement émue de reposer mes pieds sur ce sol avec ma fille qui à ce moment-là a 18 mois et avec mon mari, sachant qu'en plus derrière, moi, il y a ce rêve de j'espère que ces 3 semaines vont nous concrétiser mon envie qu'on revienne s'installer. Donc on arrive à l'aéroport, je suis vraiment très émue, mon oncle vient nous chercher et je me souviens que j'étais vraiment comme une gamine dans la voiture, à regarder à gauche, à droite, à être oui, vraiment dans l'émotion. Voilà, bon, à ce moment-là, c'est censé être des vacances et juste rencontrer quelques personnes. Donc, c'est vrai qu'on prend vraiment notre temps. On n'avait pas mis d'activités touristiques à notre programme. On était vraiment là pour voir Kigali. Après, Ok. on a quand même été voir un petit peu le lac quelques jours avec la petite, mais l'idée, c'était vraiment s'imprégner de la ville, rencontrer les gens qui y vivent et voir un peu qu'est-ce qui est possible de faire. Parce que là aussi, on est tous les deux d'accord avec mon mari, en tout cas, c'est que si on part, c'est plutôt pour lancer un projet bien à nous. Ouais. Moi, avec le diplôme que j'ai, je pourrais travailler soit dans la diplomatie, soit dans une ONG, mais c'est vraiment pas de ça dont j'ai envie. Mon mari, lui, il est ingénieur du son, il voit pas du tout comment il pourrait mettre ces compétences-là en place ici à Kigali. Donc l'idée, c'est vraiment, il faut qu'on puisse voir, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui ferait sens et qui nous épanouirait aussi, quoi. Et c'est vrai que c'est des questions qu'on s'était jamais posées. Donc, ça a été 3 semaines absolument intenses parce d'abord, je crois qu'on a harcelé tous les gens qu'on a vus et de se dire, mais on avait des questions pour tout, sur tout. On posait des questions dès qu'on croisait quelqu'un, genre alors les plus, les moins, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes, qu'est-ce que tu penses de ceci, cela. Donc, on avait une connaissance qui nous présentait d'autres connaissances, ils devaient se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là, quoi. Ils sont un peu bizarres. Même mon oncle aussi, à chaque fois qu'on est en train de manger avec lui, je lui pose des questions. Parce que lui, il a vécu aussi en Belgique, il a vécu à Kinshasa, donc c'est quelqu'un qui a eu d'autres pays dans sa vie, donc son point de vue est intéressant. Et grosso modo, ce qui ressort, en tout cas, de toutes ces conversations, de toutes ces rencontres, de tous ces gens à qui on parle, c'est que tous ceux qui ont fait ce mouvement de venir s'installer à Kigali, même s'ils ne connaissaient pas à la base ou qu'ils n'y avaient jamais vécu, tout le monde est vraiment très positif sur le retour, en disant ce n'est pas facile tous les jours parce qu'il y a des contraintes qu'on n'a pas en Europe, qu'on a ici. Mais dans la balance positif-négatif, on est clairement plus dans le positif. Et l'autre chose qu'on nous répète sans cesse, c'est mais ici, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comment dire, tu as envie d'entreprendre et tu arrives à avoir les moyens pour le faire et lancer ton entreprise. Personne ne va venir vérifier est-ce que tu as exactement toutes les compétences pour le faire. Par contre, il n'y a pas de filet de sécurité non plus. Donc, si tu lances une entreprise et qu'elle fait faillite, ben, tu auras perdu ton investissement. Donc, à toi de voir. Et ce qu'on constate, c'est que les restaurants, nous, on est vraiment des épicuriens avec mon mari. Et les restaurants, c'est le seul truc qui nous laisse un peu sur notre faim pendant notre séjour, en fait. C'est-à-dire que on trouve que c'est un peu la même bouffe partout. On trouve que c'est pas très créatif. Nous, on est très, vraiment, voilà, on aime passer du temps à table. Et là, on est là, genre, bon, on passe du temps pour attendre la nourriture, mais après, ce qui arrive, on n'est pas waouh. Et à ce moment-là, il y a très, très peu de restaurants à Kigali. Alors, ça Quelques Italiens, quelques a Chinois, coupé, tu as dit, des ça a restaurants coupé un tout grillades. petit peu.
Est-ce que tu peux juste reprendre quand tu dis il y a beaucoup de restos à Kigali parce qu'on t'a perdu? Ok, non, je disais justement qu'il n'y en avait pas beaucoup, en fait. Donc, il n'y a pas beaucoup de restos à Kigali quand nous, on arrive. À ce moment-là, en 2014, vraiment, on les compte sur les doigts des deux mains, mais c'est tout. Et il n'y a pas, parce que nous, on adore le bistrot. Et donc, en rigolant, on commence, pendant qu'on est là pendant ces 3 semaines, à dire, ah, bah, tiens, peut-être qu'en fait, on devrait faire une table d'hôte, quoi, chambre d'hôte, table d'hôte. Et tous les gens à qui on en parle font, mais non, mais c'est une super idée. Nous, on s'ennuie. S'il y a un nouveau resto, ce sera génial. Et donc, nous, on est là. La blague n'en est bientôt plus une. Mais quand on se renseigne, le concept de table d'hôte, c'est-à-dire ouvrir que quelques jours par semaine, etc., ça n'existe pas dans ce que le ministère qui s'occupe des inscriptions des entrepreneurs a dans son répertoire. Donc, on nous dit, vous ne pourrez pas faire ça. Vous devrez forcément faire un restaurant ou un hôtel, mais il n'y a pas de table d'hôte, ça n'existe pas. Et donc là, on est un peu refroidi à ce moment-là parce qu'on se dit, bon, quand même, un restaurant, ça, c'est beaucoup. Vous avez déjà travaillé dans la restauration? Voilà, on dit ça ou pas du tout? Étudiant un peu comme tout le monde, hein. Moi, j'ai été serveuse pendant mes années d'études pour mon argent de poche et mon mari a travaillé chez un traiteur. Donc, vraiment, pas du tout. Par contre, comme beaucoup de gens, c'est un peu un rêve que je pense beaucoup de gens ont. Quand on est gourmand, quand on aime manger, on rêve tous un peu un jour d'avoir son petit coin à soi, que ce soit un petit bar à tapas, que ce soit une table d'hôte, que ce soit un restaurant. Qui est quand même assez commun, je pense, le fait de on va ouvrir un restaurant. Mais c'est vrai que voilà, on n'a pas le background derrière. Par contre, à ce moment-là, ce qu'on se dit, c'est voilà, si on arrive à constituer une bonne équipe, on est un peu naïf à ce moment-là, on se dit oui, si on arrive à constituer une bonne équipe, nous, on sait ce qu'on aime voir sur un menu, bah, ça ne doit pas être si compliqué que ça. Enfin, franchement, on est un peu dingue, quoi. On est là, genre, bah, en fait, pourquoi pas. Tu dis parce que de manière naïve. J'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps d'une femme justement qui voulait créer un restaurant et elle a dit exactement la même chose que toi, que de manière très naïve, elle s'est dit non mais je sais ce que j'aime, forcément il y a d'autres gens qui vont aimer la même chose et j'aime tout ce qui est de qualité, donc ça devrait être simple. Et en fait, elle s'est plantée parce que la restauration, c'est un métier. Mais en fait, c'est un métier et surtout, ça ne se résume pas à faire à manger. Ça, c'est la partie visible. Faire à manger, plaire aux clients, c'est la partie visible. Mais on ne se rend pas compte que derrière, bah, il y a la gestion d'équipe, il y a la gestion des stocks, il y a la gestion comptable. Genre, c'est une entreprise complète et le produit fini est l'assiette que la personne va apprécier ou pas d'ailleurs, parce que tout se joue très vite. Mais c'est vrai que voilà, à ce moment-là, on est extrêmement naïf. On se dit, voilà, quelques bons cuisiniers, 2-3 recettes et hop, emballer, c'est peser. Et comme de nouveau, on est dans un pays qui ne te met absolument aucune règle. En Belgique, si tu veux ouvrir un restaurant, tu dois passer 1 ou 2 années. C'est des études, c'est plutôt une formation pour avoir l'accès au métier où justement tu vas apprendre des bases de l'entrepreneuriat lié à la restauration. Mais là, au Rwanda, c'est un peu, bah, si tu as envie d'ouvrir un truc, vas-y, bonne chance, quoi. Et donc, bref, on passe ces 3 semaines, cette idée un peu folle nous reste. Et quand on reprend l'avion, on se dit, ben voilà, ok, on a vraiment aimé Kigali, on a aussi aimé un peu le lac qu'on a été voir. Tous les gens qu'on a vus sont plutôt quand même très positifs sur le fait que la vie ici avec un enfant, c'est quand même super. Et moi, je suis là, genre, ça me fait vraiment plaisir de revenir dans le pays où, en fait, depuis mes grands-parents, plus personne n'était là, puisque ma famille fait partie de la diaspora Tutsi qui avait fui déjà bien avant qu'il y ait le génocide. Et donc, il y a un côté, ah, cool, je rentre dans un chez-moi que je pense que je ne connais pas. Et donc, quand on prend l'avion, on est vraiment OK, à partir de maintenant, on rentre en Belgique et on prépare cette histoire-là. Genre, ça nous semble tout à fait normal de se dire ça. Avec du recul, vraiment, je me dis, je ne sais pas si ce qui vous a pris, si c'était une insolation ou quoi. Mais cela dit, voilà, en attendant, on part en mode, voilà, on rentre à Bruxelles et maintenant, on va préparer ce truc. On ne sait pas encore dans quel délai, on ne sait pas si ça mettra 1 an, 2 ans, ou je ne sais pas. Mais voilà notre projet, on a trouvé, on va faire un restaurant, un bistrot. Mais justement, quand tu rentres en Belgique, tu te dis pas, voilà, dans tant de temps, on est reparti. Non, c'est vraiment, on va le faire, mais tu n'as pas plus d'idées que ça. Voilà, on s'était mis aucune deadline pour la simple et bonne raison qu'on ne savait même pas par où on allait commencer. Donc, c'est-à-dire que là, on a juste l'idée. On va faire un bistrot. Ça, c'est très clair. La cuisine bistrot, c'est fédérateur. Ça plaît à tout le monde. Avec les produits qu'il y a à Kigali, c'est faisable. OK, on a la théorie. Là-dessus, on se dit, bon, on va quand même en parler un peu autour de nous parce qu'on ne sait pas trop par où commencer. Et en parlant avec des amis, bon, il y a toujours 2 équipes. Hein. Il y a l'équipe optimistes qui sont souvent des gens qui eux-mêmes ont fait généralement quelque chose d'un peu fou dans leur vie, peu importe cette chose, mais qui ont, je sais pas moi, qui sont partis 1 an à l'étranger ou
qui ont changé de carrière. Et donc, cette équipe-là qui est en mode, mais allez-y, si vous sentez que c'est ça que vous devez faire, suivez. Donc, des gens qui sont déjà un peu eux-mêmes dans, comment je vais dire, dans ce chemin-là dans la vie. On va chercher ce dont on a besoin et on y va. Et puis, il y a l'autre équipe qui est beaucoup plus pragmatique, qui est un peu ma voix intérieure aussi, en fait, qui est là, genre, mais avec quoi vous venez? Est-ce que c'est pas un peu délirant? Genre mes parents, le fait que je veuille rentrer au Rwanda, ça faisait sens, mais ouvrir un restaurant, ça ne faisait absolument pas sens. On n'est pas une famille d'entrepreneurs. Mon père était fonctionnaire. Voilà, ma mère est infirmière, mon père était fonctionnaire, ma sœur travaille dans une entreprise, voilà. Et donc, on n'est pas une famille d'entrepreneurs, on n'est pas une famille de restaurateurs. Donc, vraiment, mes parents, ils sont en mode, on comprend bien ton envie, mais allez, postule à l'ambassade de Belgique ou postule pour une ONG. Et je dis non, je n'ai pas envie de faire ça. On part sur le restaurant. Donc, c'est vraiment compliqué parce que, en plus, moi, à cette époque-là, j'ai pas forcément la même confiance en moi que j'ai aujourd'hui. Donc, quand les gens ne sont pas emballés, ça me touche à chaque fois un petit peu. Je me dis, ben ouais, c'est n'importe quoi, Nat. Mais cela dit, en parlant comme ça, on a une amie qui nous dit, ben moi, je connais quelqu'un qui peut vous aider. C'est mon beau-père, il connaît un peu le Rwanda, c'est un grand financier qui a bossé pour plusieurs boîtes, il a été prof en école de commerce, et maintenant qu'il est pensionné, il aide les gens à faire des business plans si leur projet tient la route. Donc, en gros, on présente son projet à cette personne. S'il est intéressé et qu'il trouve que ça fait sens, il nous aide à comprendre ce qui se fait derrière une entreprise, en fait. Et c'est un épicurien passionné de bonne table aussi. Donc, vraiment, elle nous dit, allez le voir. Elle dit, par contre, je vous préviens, c'est qui tout double? C'est oui ou c'est non. Donc, dès la première rencontre, quand vous allez expliquer, soit il va adhérer, soit il ne va pas adhérer. Il vous dira d'ailleurs pourquoi il n'adhère pas, mais du coup, voilà, vous serez vite fixé. Donc, grosse pression, mais on se dit en tout cas, on d'aller le voir parce qu'on ne sait vraiment pas par où commencer. Alors moi, à l'époque, je sais que j'avais même été sur Google, genre comment ouvrir un restaurant, enfin vraiment des trucs. Bon, on est en 2012, hein, ça me semblait normal de faire ça. Il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas de blog, il y en avait beaucoup moins. Donc du coup, je ne savais pas où trouver des infos, donc j'avais pris Google. Et quand tu marques comment ouvrir un restaurant, bah, généralement, tu tombes sur des trucs juridiques liés à la France, à la Belgique, aux États-Unis, mais pas au Rwanda, et ça ne t'explique pas le début du process. Donc on rencontre cette personne, Jean. Et on avait fait un petit PowerPoint, des amis nous avaient aidé à faire le petit PowerPoint. Alors, donc d'abord, on l'appelle en disant, voilà, votre belle-fille Amandine, qui est une amie, nous a dit qu'on pouvait vous contacter, on a un projet, on aimerait bien vous soumettre l'idée et voir si ça tient la route. Et il nous fait, OK, pas de souci, genre, revenez lundi prochain ou un truc du style. Enfin, on a quelques jours pour préparer ça. Okay. Du coup, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on va amener? Donc, on va faire un PowerPoint. C'est l'époque où les PowerPoints, c'était aussi vraiment trop la tendance. Donc, on se dit, on va faire un PowerPoint où on présente Kigali. On présente Kigali, on présente ce qu'on a noté, ce que nous, on considère comme des failles dans le domaine de la restauration, dans l'offre que les gens ont. On explique pourquoi est-ce qu'on pense qu'on peut arriver à compléter cette offre. Enfin voilà, donc vraiment, c'est un truc introductif très basique, mais on part déjà des restaurants dans lesquels on a été, de ce qu'on a vu, de ce qui pour nous pourrait être amélioré, pourquoi est-ce qu'on pense qu'on peut mieux faire, blablabla. Donc un truc un peu long, mais en même temps assez on le trouve assez punchy. Ouais. Et donc on va chez Jean. Je me souviens que j'étais en panique dans la voiture, quoi, main moite, parce que en fait là je me suis vraiment dit, vu que moi j'étais vraiment partagée entre les optimistes qui disaient allez-y et les négatifs qui disaient mais quelle idée. À chaque fois, j'attendais qu'une porte se ferme. Je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que j'y croyais et en même temps, je me disais, mais ça ne tient pas la route. Il y avait ma petite voix intérieure qui n'était pas très confiante, qui disait, oh là là, de toute façon, maintenant, le Jean, là, il va vous calmer, vous allez laisser tomber votre délire. Donc, on y va et moi, je suis vraiment dans cette optique-là. Il va regarder le truc et il va nous dire, écoutez, c'est mignon, mais non. Sauf qu'en fait, pas du tout. Il regarde le truc et il connaît bien Kigali et il nous dit, vous avez très, très bien cerné les problèmes des restaurants à Kigali. Je me suis fait le même constat quand j'y suis allée récemment. Et il dit, voilà, un restaurant, c'est un business comme un autre. Quand on a une bonne offre, quand on sait ce qu'on peut offrir de bien à ses clients et quand on est prêt à travailler, parce qu'il dit, attention, l'entrepreneuriat, la première chose dont vous avez besoin, c'est de savoir que c'est pas que vous allez consacrer 100% de votre temps, mais c'est genre 150% de votre temps sera consacré à votre entreprise. Si vous êtes prêt à faire cet effort-là, moi, je peux vous aider à faire un business plan et voir si le projet, du coup, est vraiment viable, quoi. Moi, je suis là, genre, il vient de dire qu'en fait... Mais quand il te dit ça, est-ce que tu te dis, OK, c'est bon, banco, ou tu as quand même cette petite voix au fond de toi qui dit, ouais. Ah non! Non, même pas. En fait, moi,
petite voix, je l'ai eue jusque, je sais pas jusque quand, mais même au-delà du moment où on a ouvert le restaurant. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, ce que je me dis surtout, c'est qu'il me dit à ce moment-là qu'on va faire un business plan. Donc là, dans ma tête, de nouveau, il y a toutes les alarmes qui se mettent à tourner. Genre, Nat, un business plan, t'en as jamais fait. D'abord, tu sais même pas exactement ce que c'est. Genre, c'est un nom que tu utilises, mais qu'est-ce que c'est un business plan? Je ne savais même pas. Et puis surtout, il me dit que c'est dans Excel. Moi, Excel, c'est un des trucs que je déteste le plus. Et je suis là, oh, t'as des chiffres et tout. Moi, je suis une littéraire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, à ce niveau-là, de nouveau, je me dis, OK, il nous dit oui, mais après, le business plan, ça peut encore être non. Donc, du coup, on rentre chez nous avec ce business plan vierge qui nous a expliqué grosso modo et il nous explique, genre, on ne va pas le faire en un coup. Vous allez commencer à mettre ce que vous savez dans ce business plan, les chiffres que vous avez déjà, vous vous renseignez, c'est combien un loyer, quel est le salaire moyen, quelles sont les taxes. On commence par compléter des petits tableaux comme ça et au fur et à mesure, ça va nous offrir un truc beaucoup plus important et très précis qui sera basé sur 3 ou 5 ans parce que lui, il nous conseille vraiment de faire un business plan sur une longue durée parce qu'une entreprise, c'est rare qu'elle démarre et qu'elle marche la première année. Donc, il faut vraiment prévoir sur la durée, quoi. Donc, on est là. Moi, je continue à bosser à ce moment-là hein, et mon mari aussi. Donc, c'est le soir. On passe à chaque fois une petite demi-heure, 3/4 d'heure à compléter ce business plan. Moi, dès que je peux, j'essaye de ne pas le faire. Hein. Je regarde mon mari, genre, non, mais j'ai une grosse journée, j'ai mal de tête aujourd'hui. Et à chaque fois, mon mari dit, Nat, s'il te plaît, quoi, juste une demi-heure. Je suis là, OK, bon, d'accord. Enfin, vraiment, on la tire au flanc parce que j'ai peur, en fait. T'as peur? Mais parce que j'ai peur. D'abord, j'ai peur de. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc, je suis là, genre, je ne vois pas comment est-ce que je peux arriver à aider mon mari à compléter ce business plan. J'ai l'impression d'être vraiment une fraude. Genre, qu'est-ce que je peux bien expliquer ou comprendre? Donc, il y a ça, il y a la peur parce qu'en fait, oui, je me dis, mais on est en train vraiment de. Genre, on est rentré de vacances. Là, on est plus ou moins en mars. On est rentré mi-février. Et ça va peut-être un peu trop vite aussi. Tu vois, je m'étais dit, OK, on le fait, mais quelque part, si on m'avait dit, tu le fais dans 5 ans, c'était bon aussi. Donc, je suis vraiment partagée entre l'excitation. Je suis vraiment partagée entre l'excitation, genre, allez, c'est cool, on est lancé, enfin, on essaye en tout cas, et le côté, oh là là, est-ce que vraiment. Le doute. Et le doute, souvent, il est aussi apporté par les autres, pas volontairement. Mais c'est-à-dire que, évidemment, d'avoir autour de moi des gens mitigés, ça ne m'aide pas. Si 100% des gens m'avaient dit c'est génial, mais c'est probablement le plus grand apprentissage que j'ai eu dans cette expérience, c'est qu'en fait, c'est bien de ne pas avoir le soutien de tout le monde, en fait. C'est important parce que c'est vraiment à ce moment-là que tu vas aller puiser en toi ta vraie et la seule motivation qui compte, à savoir la tienne. Donc, moi, les gens qui m'ont posé des questions, qui m'ont dérangé, qui ont douté, ce sont limite ceux qui m'ont le plus aidé au final parce que ça m'a permis de faire le tri entre leurs doutes, mes doutes, la réalité. Et donc, voilà, bref, on avance sur ce business plan et à chaque fois qu'on l'a complété, on envoie un mail à Jean avec le business plan et on se voit plus ou moins tous les 15 jours. Et pendant qu'on corrige le business plan, comme il a plein d'amis restaurateurs et qui connaît vraiment bien le monde de la cuisine, alors lui, il connaît le monde de la cuisine gastronomique en plus, que voilà, c'est quelqu'un qui fréquente des tables où moi, je n'avais jamais même mis les pieds. Et il nous distille comme ça plein de petits conseils, des trucs. Franchement, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de phrases que je cite parfois même à mes employés. Et je suis là, genre, copier-coller, ça vient de Jean. Parce qu'il nous a vraiment, ça a vraiment été un espèce de mentorship en quelques mois. Ce qu'il nous a offert gratuitement est absolument incroyable. C'est vraiment, genre, de la pure générosité et un vrai partage de connaissances. C'était incroyable. Et donc, bref, on avance sur ce business plan, en fait. Et plus on avance, plus moi, je me dis, mais ça va être quoi la suite, en fait? Voilà, je n'arrive pas à me projeter au-delà. Je suis juste là, bon, pour l'instant, il y a encore des corrections à faire, donc on verra. Mais je me dis, ça avance quand même, ça avance. Et un jour, comme ça, du mois de juin, on envoie encore une version corrigée et il nous envoie juste un mail pour faire ben voilà, le business plan, il est très, très bien. Il tient la route. Maintenant, c'est à vous de jouer. Moi, je reçois ce mail, je suis au boulot et je suis là, genre, mais quoi? Genre, on est en juin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je pensais qu'on en avait pour 3 ans de travail. Je sais pas. Vraiment, tout va trop vite. Je suis perdue. Je suis là, genre, mais... Et mon mari, lui, est là, genre, ah, t'as vu, c'est super et tout. Et moi, je suis là, genre, attends, OK, je voulais partir il y a quelques mois avec juste mes valises sans projet. Mais là, je sais pas, quoi. C'est rapide quand même. Et bref,
Oui, et du coup, bon, on lui demande quand même encore un rendez-vous, même si le business plan est à la hausse, qu'on veut le remercier, lui offrir une bonne bouteille et puis parler encore un peu avec lui. Donc, on va le voir, on discute encore. Mon mari, entre-temps, on avait bossé un peu sur le nom qu'on voulait pour le resto. Mon mari avait fait quelques logos. Il nous donne son avis sur le logo. Et vraiment, il nous calme, il est très posé et très serein. Et il nous dit vraiment, genre, vraiment, les gars, si vous parvenez à faire tout ce dont on a parlé, tous les conseils que je vous ai donnés, si vous ne les oubliez pas, si vous êtes vraiment motivé, il dit, moi, je trouve que c'est vraiment un beau projet que vous allez mener. Et donc, c'est marrant parce qu'en fait, c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas quelques mois avant, mais c'est quelqu'un qui, intellectuellement, a vraiment des connaissances aussi hyper importantes. Et je crois que c'est peut-être lui qui m'a le plus aidé aussi dans la prise de confiance parce qu'il a l'air presque plus sûr que nous que c'est une bonne idée. Tu vois ce que je veux dire? Ben, peut-être aussi parce Voilà, en fait, ça, il est habitué à voir ce genre de projet et on l'apprendra plus tard, quand on est à Kigali, on va apprendre plus tard qu'en fait, avant même qu'on soit parti, il avait appelé des amis à lui, parce que donc, sa femme est d'origine rwandaise, en fait. Il avait appelé des amis à lui de Kigali pour dire, il y a un petit couple là qui va arriver, ils vont faire quelque chose de bien. Et on nous l'a dit, genre 3 ou 4 ans après l'ouverture du restaurant. Moi, j'en avais encore les larmes aux yeux. À ce moment-là, on n'avait rien fait. Et lui, il avait perçu peut-être qu'en fait, même malgré nos peurs, malgré nos doutes, il avait vu qu'on était plus motivés, que peut-être même on s'en rendait compte nous-mêmes. En fait. Et donc voilà, et donc là on est là avec ce business plan. Et vous faites quoi? Avec la somme dont on a besoin. Donc voilà, on sait la somme dont on a besoin pour se lancer, on sait comment en théorie c'est censé se passer si tout se met bien, et on est là, genre maintenant il faut qu'on trouve cette somme, donc on en parle de nouveau un peu à nos proches, et notre beau-frère, en fait, le beau-frère de mon mari, nous dit, vous savez, moi j'ai des amis qui ont lancé un projet, je sais plus c'était quoi, un truc aussi à l'étranger. Et au lieu de se tourner vers les banques, parce que les banques c'est compliqué quand si tu es belge de dire je veux de l'argent de Belgique que je vais investir au Rwanda, c'est pas évident à trouver. Il dit par contre, eux, ils ont demandé à tout leur entourage et les gens ont participé comme ils pouvaient, 100 € par-ci, 500 pour d'autres, voilà. Et il nous dit, avant de voir si vous avez besoin d'un prêt à la banque, il dit, moi, je suis prêt à vous aider, par exemple. Donc, parlez-en à tout le monde, quoi. Et là, on se dit, ouais, c'est vrai qu'en fait, un crowdfunding familial et amical, voilà, ça n'oblige personne, mais peut-être certains vont trouver ça chouette. Et donc, on fait un petit mail où on explique, voilà, comment on a avancé. On met même le business plan en copie, tout ce qu'on a appris, comment on conçoit le projet. Et la somme dont on a besoin n'est pas non plus astronomique. Ça, c'est aussi l'avantage. On ne parle pas de centaines de milliers d'euros. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment, qui n'est pas non plus exagéré. Et on explique que voilà, ça peut être un prêt qu'on remboursera après 3 ans, avec ou sans intérêt selon comme ils veulent, mais l'intérêt est évidemment plus bas que celui qu'on aurait eu à la banque. Et en fait, plein de gens répondent positivement, quoi. C'est-à-dire que voilà, les sœurs, les frangins. Tu dis? T'es étonnée de ces réponses-là, de ces réponses positives? Oui et non. Oui, de la part des amis, parce que franchement, tu as beau être ami avec quelqu'un, est-ce que pour autant tu as envie de lui prêter 1 000 € pour un projet un peu dingue? Bah, j'ai été surprise que les amis participent. La famille, j'ai été un peu moins surprise parce que moi, dans ma famille, même si mes parents n'étaient pas forcément les premiers fans de l'idée, jamais ils me laisseraient partir en me refusant quelque chose qu'ils ont. Ils ont des sous de côté et mon père, voilà, sa théorie, c'est un peu genre de toute façon, tu serais resté ici, peut-être tu aurais besoin de fonds pour acheter, je sais pas moi, une voiture ou un appartement ou quoi, et du coup, on t'aurait de toute façon aidé. Donc, bon, je n'y crois pas trop à votre délire, mais je peux pas te laisser partir les poches vides. Donc, voilà la contribution de mes parents. Donc, la famille, je suis pas trop étonnée parce qu'en général, en famille, moi aussi, ma sœur me dirait demain, j'ai un projet fou, je regarderai sur mon compte en banque ce que j'ai, je dirais voilà ce que je peux te donner, surtout qu'il n'y a pas de montant minimum ou quoi. Donc, j'ai pas été surprise, mais par la famille, j'ai été assez surprise par les amis qui ont choisi de aussi participer parce que voilà, c'était vraiment quelque chose de puissant en fait. Hein. Et ça a été aussi un très bon moteur. C'est-à-dire que moi, le fait que ce soit de l'argent que nos proches nous donnent et donc quelque part une validation et un soutien, même quand on n'est pas 100% convaincu, c'était vraiment un moteur de me dire voilà, maintenant, vraiment, donne-toi les moyens d'aller juste. N'aie pas de regrets, quoi. Vous pouvez vous planter, on peut se planter, mais il ne faudrait pas que ce soit parce qu'on a manqué de motivation, parce qu'on a manqué de travail. Là, maintenant, il va falloir y aller à 200% parce que ils ont confiance quelque part, donc il va falloir leur montrer qu'ils ont raison. Donc, ça a été un moteur vraiment
merveilleux. Des fois, je me dis, peut-être si on avait pris un emprunt à la banque, est-ce qu'on aurait été aussi motivé ou quoi? Je sais pas. Je pense que tout ça, c'est beaucoup de petites vagues de soutien qui, en fait, galvanisent, en fait. Parce qu'on se dit, voilà, on ne doit pas décevoir les gens qu'on aime. En tout cas, on ne doit pas décevoir dans l'effort qu'on va accomplir. On peut se planter, mais il ne faut pas que ce soit parce qu'on n'en a pas fait assez ou qu'on a mal fait, quoi. Donc voilà, on réunit la somme, on vend notre appart, enfin on vend. Il ne nous appartenait pas, on avait un prêt dessus, mais pour compléter les fonds, on décide de mettre aussi notre appartement en vente. Et donc, on se retrouve comme ça au mois d'août avec la somme, le business plan. Et là, mon mari dit, OK, ben, je retourne à Kigali, il faut qu'on trouve le lieu avant qu'on s'installe. Ouais. Et là, genre, OK. Il me dit, je vais d'abord... Et toi, tu me rejoins, tu laisses la petite chez ta mère, mais tu me rejoins parce qu'on doit choisir l'endroit à deux. Donc, moi, je fais le pré-screen et puis on verra. Et comme ça, on fait toutes les démarches administratives aussi. Donc, voilà, il part. Et moi, je le rejoins. Mais de nouveau, je dis, j'étais vraiment un peu perplexe, quoi. J'étais vraiment genre, OK, tout ça avant, c'est très bien, mais j'étais perdue. À la fois très motivée, à la fois très perdue. C'était vraiment une phase très particulière. Et donc voilà, donc c'est la deuxième fois qu'on vient à Kigali et voilà, on est vraiment content parce que là, on vient pour préparer le retour. On n'a toujours pas la date exacte, mais on se dit quand on aura trouvé la maison et qu'on saura quand le bail commence ou quand est-ce qu'il peut commencer, bah, ça nous donnera une échéance, quoi. Et voilà, on visite plein de maisons. C'est compliqué parce que le marché immobilier ici, c'est chaud. Et donc voilà. Alors, le marché immobilier, ce qui est compliqué, c'est qu'entre les photos et la réalité, il y a vraiment des grandes différences. Donc, souvent, on voit des photos, ouais, on dit, ah là là, les photos sont vraiment top. Puis on arrive à l'endroit, on dit, mais c'est pas le même endroit, en fait, c'est bizarre. Il n'y a pas vraiment d'agence immobilière comme on connaît en Europe. C'est ce qu'on appelle des commissionnaires. Donc, c'est-à-dire que tu engages quelqu'un qui va se renseigner en se baladant dans les quartiers pour savoir s'il y a une maison disponible qui correspond à tes critères. Donc, c'est vraiment un peu au petit bonheur la chance. D'ailleurs, la première semaine que mon mari était seul, il était vraiment un peu genre perdu parce qu'il disait, mais je trouve rien, je trouve rien. Et puis, subitement, on en visite 2, 3 qui sont sympas. Et donc, quand moi, j'arrive, on va les voir ensemble. Et il y en a une qui nous tape dans l'œil. Elle est dans un chouette quartier. Elle est aménagée. On voit la cuisine est grande. On voit comment... En fait, il n'y a pas de restaurant comme en Europe. Ici, c'est dans une maison, en fait, que tu vas réadapter. Mais c'est pas genre des buildings commerciaux comme on connaît. Donc, du coup, il faut vraiment avoir de l'imagination. Mais là, on se dit, OK, la cuisine est grande, il y a un jardin, il y a une terrasse, ça peut vraiment faire un truc sympa. Et voilà, on rencontre le propriétaire. Le propriétaire, il veut à ce moment-là qu'on signe le contrat et que le contrat commence en octobre. On lui dit, attendez, nous, on va encore tout quitter en Belgique, etc. Nous, on cherche un contrat qui commence en janvier, genre, enfin, décembre ou janvier. Et le gars nous dit, ah oui, mais bon, du coup, moi, s'il y a d'autres gens qui viennent, comment on va faire? Parce que voilà, moi, c'est le premier qui paye, le premier qui prend, quoi. Et donc, on est un peu ennuyé. Ah, on est un peu ennuyé. Du coup, on fait un accord comme quoi, bah, ce sera pas octobre, mais du coup, ce sera mi-novembre. Donc, nous, ça nous fait un mois là un peu de perdu parce qu'on espérait vraiment janvier, mais on se dit, bon, cette maison nous plaît vraiment, donc tant pis pour ce mois-là, c'est un des aléas, ça peut arriver. Donc, bref, on signe et on rentre. Enfin, moi, je rentre à Bruxelles. Mon mari reste encore un peu pour faire tous les papiers, justement. Et on rentre à Bruxelles en sachant, du coup, que, ben, étant donné qu'on a signé ce contrat et qu'il va falloir qu'on paye ce loyer, enfin, on a la somme qu'on va avancer, mais après, il faut que l'argent rentre. On se dit, ben voilà, du coup, départ décembre. Okay. On arrête une date en regardant un peu les billets d'avion sur Expedia. Et on voit que le 3 décembre, il y a des billets pas chers. On fait, voilà, on part le 3 décembre. Donc là, on est en septembre et on décide qu'on part le 3 décembre comme ça. Comment ça se passe quand tu reçois, alors là, vous êtes au Rwanda, comment ça se passe quand tu reçois ton premier client dans ton restaurant? Oh là là, franchement, j'ai un peu j'ai un peu un blackout de la première soirée du resto, en fait. C'est-à-dire que je me rappelle de la journée avant. Donc, en gros, on est arrivé le 3 décembre et on a ouvert le 19 mars. Donc, en 3 mois, on a fait les travaux, trouvé une équipe, préparé le menu, etc. Et puis, on a tout d'un coup dit sur Internet qu'on ouvrait le 19 mars, donc on pouvait plus se rétracter. Et la semaine avant, en fait, rien n'était
à 100% prêt. Alors ça aussi, moi, j'avais jamais entrepris un truc et j'avais cette fausse idée que le jour où tu ouvres, tu es à 100% prêt, n'importe quoi. Donc pour les gens qui écoutent le podcast, sachez que vous n'êtes jamais à 100% prêt et que si vous attendez d'être à 100% prêt, vous ne le ferez pas. Donc à un moment donné, c'est entre 50 et 80% de préparation, on va dire, voilà. Et après, il va falloir faire avec le doute des 20% qui restent. Et donc, la semaine avant, vraiment, tu vois, on devait mettre, il y a parfois des coupures de courant, donc on devait mettre un générateur. Et la veille du jour où on ouvrait, le générateur n'était toujours pas installé parce que l'électricien, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il n'en touchait pas une. Il nous manquait des trucs, je ne savais plus où trouver certaines choses. Et en fait, je me souviens de la journée, le matin même, donc du jour où on devait ouvrir, ça a été une journée où on était en train de courir à gauche, à droite, et on avait 3 employés à ce moment-là en cuisine et 2 en salle. Donc moi, je servais avec 2 personnes et mon mari était en cuisine avec 3 gars. Et grosso modo, comme on avait nous-mêmes appris sur le tas le premier menu qu'on voulait faire, on n'avait pas su leur expliquer en fait. Donc en fait, on devait faire tout nous-mêmes. Donc je me souviens de toute la journée, vraiment la mise en place, de mettre les tables. Je crois qu'on a reçu les chaises genre à 16h et on ouvrait à 18h. Les bons de commande aussi sont arrivés. J'appelais le gars, genre mais tu es où avec mes bons de commande pour le resto? Et il me disait je suis sur une moto, j'arrive et tout. Donc c'est vraiment une journée absolument chaotique. Vraiment une journée chaotique. Et alors, on avait un tout petit espace, donc on avait 20 couverts. Et je ne sais pas ce qui me prend, mais voilà, les gens appellent. Et à un moment donné, je me retrouve à dire oui à des gens alors qu'on est déjà complet. Et là, vraiment, je fonds en larmes en mode, mais Nat, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas assez d'espace pour les recevoir. Mais heureusement, une des tables, c'était cet ami donc, avec qui moi j'avais fait Sciences Po, qui était revenu avant et qui nous avait beaucoup aidé, et d'autres personnes un peu de notre génération, j'ai envie de dire. Et donc, je l'appelle lui, je fais, écoute, je suis vraiment désolée, j'ai accepté 2 personnes en plus que la capacité du restaurant. Du coup, à votre table, est-ce que je peux un peu plus vous serrer? Et genre, il y aura 2 personnes qui auront des chaises qui n'ont rien à voir avec le reste. Et c'est tout ce que je vois comme solution. Et il me fait, oh, mais t'inquiète, ouais, machin, etc. Et donc, en fait, ça, c'est aussi Kigali. Moi, dans mon business plan, le premier soir, quand on ouvrait, on avait 8 clients sur 20. C'était ça qui était prévu. Le premier soir, on avait 8 personnes qui venaient. Et là, moi, je me retrouve avec un restaurant qui est complet. Donc, j'arrive en cuisine, je dis à mon mari, on est complet. Mon mari me regarde, genre, mais on est complet de quoi? On n'a même pas encore ouvert le restaurant. Ils n'ont même pas encore goûté la nourriture. Comment est-ce qu'on peut être complet? Qui sont ces gens? Et je dis, mais tu sais, quand ils nous ont dit qu'à Kigali, ils s'ennuyaient et que dès qu'il y avait un nouveau truc, les gens venaient, je dis, ils mentaient pas, en fait. Je dis, là, les gens ont entendu qu'il y avait un nouveau truc et je sais pas. Je dis, regarde, le téléphone ne fait que sonner. Je dois recaler des gens. Je comprends pas non plus. Je suis même à 2 doigts de dire, viens, on fait nos valises, on repart dans l'autre sens. Vraiment, à ce moment-là, il est 17h30 et tout. Bref, je sais pas. Après ça, vraiment, c'est le blackout. Je me rappelle vraiment de la tête de tous les gens qui ont mangé ce soir-là au restaurant parce que j'ai une mémoire photogénique, donc je peux vraiment te dire qui était là, à quelle table, etc. Je me rappelle vraiment qu'en donnant le menu, j'en menais pas large. Alors, il était très, très simple, le premier menu. Hein. On était conscient qu'on n'avait pas les capacités non plus de faire les malins. Donc, on a été honnête. On a mis 4 entrées, 4 plats, 4 desserts, mais qui étaient 4 choses qu'on maîtrisait avec certitude, ce qui, en fait, était une très bonne idée parce que, du coup, les gens ont été un peu surpris de la carte Rikiki, mais ont été aussi également surpris de ce qu'ils ont mangé en termes, c'était des bonnes cuissons, c'était bon, c'était gourmand. Et donc, ça nous a permis, en fait, de créer un peu ce truc de, ah bah oui, ils y vont doucement, mais ils y vont bien. Donc, c'était une idée. On aurait pu mettre beaucoup plus de trucs à la carte, mais là, je crois qu'on se serait grillé. Donc, ça a été malin, même si on s'est dit, oh là là, qu'est-ce que les gens vont penser avec une carte minimaliste comme ça? Maintenant, c'est un peu la tendance, mais à l'époque, c'est pas trop la tendance, ce genre de carte minimaliste. Donc voilà, c'était un peu risqué, mais c'était un risque qui était le plus mesuré. Et donc voilà, je me souviens que je courais à gauche, à droite, les cocktails, servir les gens à table, aller en cuisine, aider mon mari à terminer, parce que moi, je faisais les sauces et les desserts. Et les gars dans la cuisine, ils en touchaient vraiment pas une. Et ils nous regardaient parce qu'on courait comme des dingues. Genre, ils devaient se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces deux-là? On n'a jamais vu ça au Rwanda. Tu vois, pourquoi ils courent? Et je me souviens alors d'un truc merveilleux, c'est qu'en fait, à la toute fin quand tout a été envoyé, j'ai quand même dit à mon mari, viens en salle pour saluer les gens. Et donc, il est arrivé en salle. Et donc, on était là tous les deux. Et les gens nous ont applaudi. Alors, ça, c'était très bizarre. Parce que moi, j'étais là, mais moi, j'avais l'impression qu'on avait tout foiré. Enfin, oui, on avait servi les plats. On avait mis sur les tables et les gens avaient mangé. Mais moi,
Voilà, un peu la base, quoi. Mais pour moi, dans ma tête, j'étais là, genre, oh mon Dieu. Et là, ils nous ont applaudi. Et c'est vrai que c'était super émouvant parce qu'en fait, ils nous ont tous fait, genre, ben ouais, mais même nous, on est surpris que vous l'ayez fait, en fait. Genre, on vous a vu courir. On vous a vu courir là comme des tapés là toute la soirée. On a vu que vous étiez vraiment au bout de votre vie. On savait pas trop à quoi s'attendre, mais c'était très bon, donc on vous applaudit. Et je me souviens, je suis allée me coucher. Je crois que je me suis endormie toute habillée. On habitait dans notre restaurant, parce qu'on n'avait pas les moyens de louer 2 endroits, donc on avait les chambres à l'arrière du restaurant, on les avait gardées pour nous. Et je me souviens que je me suis vraiment jetée. Je crois que notre lit était même pas encore là. On dormait sur un matelas. Je me suis jetée sur le matelas. Et quand je me suis réveillée le matin, j'étais là, genre, est-ce que ça s'est vraiment passé ou pas? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et puis en fait, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Et donc voilà, c'était. Ouais, et vraiment, ce qui moi m'a aidé, ça a vraiment été de prendre les choses au jour le jour, en fait, de ne jamais me dire, tiens, ce sera comme ça pendant une semaine. Mais toujours, on verra. Aujourd'hui, on a fait, demain, on verra. Et c'est ce qui m'a peut-être le plus aidé parce que j'arrivais pas à me projeter. Et si je m'étais projetée, j'aurais peut-être encore plus paniqué. Mais au jour le jour, avoir des tâches très réglées et me dire, ben voilà, aujourd'hui, de nouveau, il y a 20 personnes, ben on verra. Et ainsi de suite. C'est ça qui nous a aidé à avancer, quoi. Et tu as un blog qui s'appelle Julie Tropisme et tu as un article. Alors, le blog, allez le voir parce qu'il est juste dingue. Il est magnifique avec des photos vraiment très jolies, des articles très, très bien écrits en plus qui vous donnent cette sensation de voyager tout en étant sur votre canapé. Tu écris vraiment merveilleusement bien. Et tu as écrit un article. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai. Et tu as écrit un article qui parle justement de sortir de sa zone de confort. Comment on réussit à sortir de sa zone de confort quand l'objectif qu'on a, c'est totalement nouveau parce que toi, pour le coup, ton objectif de restaurant, tu l'avais jamais fait. Comment tu arrives à lâcher prise et à te dire, OK, comme tu viens de nous dire, tu sais, je vais faire au jour le jour et on verra comment ça se passe. Parce que je pense que pour le commun des mortels, on réfléchit pas comme ça. On essaye d'anticiper au maximum pour faire le moins d'erreurs possible. Et toi, tu prends ça à contre-pied. Comment on réussit ça? Alors, je ne sais pas si je l'ai pris à contre-pied dès le début ou si en fait ça s'impose à soi. C'est-à-dire que moi, à la base, et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles aussi dans mon entourage certains doutaient, je ne suis pas une jusqu'au-boutiste. Je suis quelqu'un qui en effet a beaucoup d'idées tout le temps. Moi, depuis que je suis ado, j'ai eu tellement de projets dans ma tête. Mon Dieu, pour écrire un livre entier de tous les projets que les gens pourraient faire, ce serait formidable. Mais quand il s'agit de passer à l'action, généralement, dès que je me rends compte que ça devient inconfortable, justement, je vais plutôt me dire, oui, je le ferai plus tard. Et je mets de côté, puis je ne le fais pas. Là, dans le cadre de ce projet-ci, je pense que vraiment, la maternité m'a beaucoup transformée. Et le fait d'avoir ce petit bout, cette petite fille qui était là et de sentir que je devais faire autre chose pour être plus épanouie, d'une part, pour aussi lui offrir quelque chose qui me tenait à cœur, d'autre part. Pour la première fois, en fait, j'ai réalisé que voilà, j'avais eu pas mal de regrets dans ma vie, de choses que je n'avais pas osé faire ou que j'avais commencé puis arrêté. Puis je me suis dit, c'est dommage, peut-être si j'étais allée jusqu'au bout, qu'est-ce qui se serait passé? Beaucoup de et si, et si, et si. Et là, pour la première fois, ce qui a changé, c'est que je me suis vraiment dit, Nat, c'est un truc qu'un jour tu devras expliquer à ta fille. C'est-à-dire que tu devras lui expliquer que tu as eu envie de changer de vie, tu as eu envie de faire quelque chose d'autre. Et soit tu pourras lui dire que tu l'as fait, soit tu pourras pas lui dire que tu l'as fait et tu lui diras que tu as en fait que tu es resté à l'idée puis que tu as laissé tomber. Et donc je crois que ça a vraiment été pour moi pour la première fois mon moteur a été de réaliser qu'en fait ce regret-là, je m'en remettrai peut-être pas. Je pouvais me remettre de beaucoup d'autres petits regrets, mais là le fait que j'avais senti vraiment à l'intérieur de moi, mais genre littéralement dans mes entrailles, que je devais changer pour être une meilleure mère, en fait, parce que je pense qu'il y avait de ça derrière. J'étais pas heureuse en Belgique, j'aurais été une maman plus tristounette, moins gaie, voilà. Et donc, tout ça était lié. Je me rendais compte, en fait, pour la première fois, que tout est important. C'est pas juste être heureux dans son couple, être heureux dans son travail. Tout ça est lié et je pense que vraiment, c'est important que dans tous les domaines, ça aille grosso modo bien, pas tout le temps, mais que grosso modo, on soit épanoui dans chacune de ces casquettes de la vie. Et donc, je crois que c'est vraiment ça qui a été différent par rapport aux autres fois et qui m'a permis d'aller au-delà de toutes ces peurs. J'ai aussi réalisé qu'en fait, donc j'avais peur, mais franchement, j'avais peur en permanence. Vraiment, je ne peux pas le dire autrement, je ne vais pas faire genre non, ça va, la peur, ça passe. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai eu peur
À partir du moment où on a eu l'idée, jusque je dirais 1 an ou 2 après l'ouverture du restaurant, facile, j'ai eu peur. J'ai eu peur que ça n'aille pas, j'ai eu peur qu'on perde notre investissement, j'ai eu peur qu'on se perde dans le projet parce c'était un projet qui physiquement aussi était dur, la restauration. Je connaissais en tant que serveuse, j'avais jamais été dans la place de mes boss. Et en fait, c'est un travail, c'est du matin au soir, c'est tout le temps. En plus, on habitait dans notre restaurant. Donc, j'ai eu peur en permanence. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, la peur, elle va jamais disparaître. Par contre, plus je faisais, plus je rayais des choses sur ma to-do list, plus je me fixais des micro-objectifs plutôt que des énormes objectifs, et ben plus cette peur, c'est pas qu'elle disparaissait parce que mon cœur battait toujours, je crois que j'ai fait de l'hypertension pendant toutes ces années-là, je ne sais pas, mais par contre, j'arrivais à la faire taire, c'est-à-dire que quand il y avait cette petite voix en train de me dire oh là 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 là, il y avait l'autre voix qui disait raye une tâche de ta liste, raye une tâche de ta liste. Ouais. Et vraiment le step by step pour moi ça a été le plus important. Et en fait quand je parle avec d'autres entrepreneurs ou d'autres gens qui ont fait des trucs un peu dingues dans leur vie, c'est souvent ça qui revient. Si on se met Je me suis jamais mis comme objectif avoir un restaurant qui va cartonner. Ça, c'était un objectif qui était impensable. L'objectif premier, c'était genre, on veut partir au Rwanda et on veut faire quelque chose. Et puis voilà, une fois qu'on a ce projet-là qui commence à avancer, est-ce qu'on se plaira là-bas? Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce que machin? Ok, ça s'est rayé, on a les réponses, c'est bon, on avance. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, la restauration, ça peut nous plaire. Ok, on n'est pas restaurateur, mais est-ce qu'on peut apprendre? Est-ce qu'on sait ce que les gens attendent? Et est-ce que ça peut être un atout? Eh ben, on coche oui, et du coup, ben, cette petite frayeur-là, on l'éteint un petit peu. Et donc, vraiment, ça n'a jamais été un objectif de genre, je vais faire un truc. J'ai accepté l'idée qu'on puisse se planter aussi. Alors ça, pour quelqu'un comme moi, c'était vraiment un exploit parce que je n'aime pas du tout l'échec. Mais je suis partie vraiment dans l'idée en me disant, ben voilà, soit ça va marcher, soit ça va pas marcher. Et je savais qu'en fait, c'était les efforts qu'on allait fournir, la volonté qu'on allait avoir qui allait beaucoup jouer. Je ne suis pas quelqu'un qui croit spécialement à la chance ou quoi, mais je me disais en tout cas, si j'ai tout donné et que je me plante, eh ben c'est pas grave parce que au moins j'aurais tout donné, je n'aurais pas de regrets. Par contre, si j'abandonne maintenant, est-ce que je vais me regarder dans le miroir et un jour dire à ma fille, ouais, on avait presque tout, hein. Le business plan était bon, des potes nous ont prêté de l'argent, mais en fait on n'est pas parti. Non. Donc vraiment, en fait, ma zone de confort, j'en suis sortie petit à petit et j'en suis sortie en sachant en fait que voilà, je peux peut-être y revenir aussi. C'est-à-dire que ça disparaît pas une zone de confort. Ma vie en Belgique, si demain je devais retourner en Belgique, je pourrais reprendre ma vie presque comme elle était, parce qu'en temps j'ai beaucoup changé, mais n'empêche, je pourrais retrouver un boulot avec le diplôme que j'ai, reprendre cette vie que j'avais. Donc ça aussi, c'était important pour moi de me le répéter souvent, genre Nat, si ça ne va pas, il n'y a pas mort d'homme en fait. Il y a pas mort d'homme. Et ça aide beaucoup, je trouve, à passer au-dessus de ces frayeurs. C'est vraiment de se dire, voilà, micromanagement, accepter que la peur, bah, c'est ta copine et tu dois devoir faire avec, c'est pas ta meilleure copine, mais elle est là. Et le fait de toujours se dire, voilà, c'est maintenant, je m'en donne les moyens et du coup, j'ai pas de regrets même si je me plante, ou je m'en donne pas les moyens, je vais m'en vouloir. Donc, faut faire des choix, il faut avancer. Mais c'est vrai que c'est pas évident, mais voilà, plus on fait, plus on avance par des petits steps, ben plus c'est jouable et c'est avec du recul qu'on se dit waouh, j'ai parcouru ce chemin. Mais nous, c'était vraiment au jour le jour. Je ne pensais pas au mois suivant, je ne pensais même pas à la semaine suivante. On était dans une gestion jour après jour, quoi. On n'avait aucun projet en dehors de qu'est-ce qu'on fera demain. Qu'est-ce que tu as appris pendant cette période déjà te concernant, c'est-à-dire que ce soit au niveau de tes qualités ou tes défauts, mais des choses que tu ne connaissais pas te connaissant. Et qu'est-ce que tu as appris concernant le Rwanda? Est-ce que cette expérience de création d'entreprise a changé ton regard sur le Rwanda? Comment tu as vécu ça? Alors, ça a forcément changé mon regard sur le Rwanda, puisqu'en fait, déjà, c'était un pays que je ne connaissais pas, à part dans la façon dont on en parlait dans ma famille, genre c'est chez nous, mais il y avait la situation politique qui était compliquée. Ensuite, il y a eu le génocide qui marque forcément beaucoup les esprits. Donc, déjà, franchement, j'ai envie de dire, j'ai été surprise partout au Rwanda parce que je pensais connaître, je pensais avoir les codes en me disant, ben, je suis quand même élevée par une femme qui est elle-même d'origine rwandaise, ce sont quand même mes racines, etc. Mais pour autant, je suis aussi très, très européenne et donc il y a plein de choses que je pensais savoir et qu'en fait, n'étaient pas forcément appropriées ici. Donc, ce que j'ai appris, c'est déjà que la perception de la vie, de la réussite, c'est très différent d'un pays à l'autre.
En Europe, on est encore beaucoup dans les cases à cocher, en fait. Genre, avoir un boulot, monter l'échelle hiérarchique, avoir un appartement, puis avoir une maison. Je ne sais pas comment dire, il y a comme des espèces de steps qui sont les normes sociales. Ici, c'est très différent. Ici, ton épanouissement personnel, comment tu te sens? Est-ce que tu as l'air heureux? C'est ça la première chose. Personne ne regarde un peu les voitures dans lesquelles les autres roulent. Personne ne juge la maison ou le quartier dans lequel tu habites. On s'en fout de ça. En fait, les signes extérieurs de réussite n'ont absolument que très, très peu d'importance. Il y a des gens qu'on peut croiser ici, on peut croire que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, et après, on se rend compte que des gens qui ont une entreprise de plusieurs millions, qui ont des investissements de dingue, et tu ne le devinerais jamais à l'apparence. Rien ne se montre, c'est une question de comment les gens sont. La question, en fait, quand on demande aux gens comment ils vont, c'est vraiment comment tu te sens. C'est pas comment tu vas ou où tu vas, c'est comment tu te sens. Est-ce que ta famille va bien? Est-ce que tu es heureux? Et genre, les gens pressés, les gens stressés, c'est pas un signe de réussite. Donc ça, c'est un truc que j'ai appris, et ça m'a fait bizarre parce que moi, je suis arrivée en mode Speedy Gonzalez à l'européenne, quoi. Je voulais que tout aille vite, je gueulais beaucoup, je m'énerve énormément. Et ici, quelqu'un qui s'énerve, qui est pressé, et tout le monde est là, genre, mais cette personne ne va pas bien, c'est pas normal de se mettre dans des états pareils. Genre, crier, lever la voix, c'est vraiment le signe que tu es mal, quoi. Et en fait, c'est pas faux, hein. C'est-à-dire, quand je suis arrivée, j'étais mal, donc forcément, je criais beaucoup, je brassais beaucoup de vent. Et après, c'est vrai que quand tu vas bien, tu sais que d'abord, rien n'est vraiment urgent dans la vie à part certaines choses, et que la plupart du temps, bah, si le papier arrive demain au lieu d'arriver aujourd'hui à 17h, on va pas en mourir, en fait, hein. On peut dire aux gens, j'aurai le document en question demain, et voilà. Et donc, j'ai vraiment appris par rapport au Rwanda, voilà, que la culture influence vraiment la perception de ce que c'est le bien-être, le succès, la réussite. Et ça, c'est vraiment une très belle leçon. J'ai aussi appris que, donc même si j'avais vécu en Afrique, j'étais petite, donc je ne connaissais pas trop. Et puis après 20 ans en Belgique, ben même moi, mon opinion sur l'Afrique, elle était un peu formatée. C'est-à-dire que je suis une panafricaniste convaincue. Je pense vraiment que le continent africain est un continent qui va finir par briller autant que les autres, même si ça va être plus compliqué pour X ou Y raison. Mais cela dit, j'avais quand même beaucoup de biais très occidentaux, parce que ma conception de la réussite, c'était genre, à la base, quand je suis arrivée, que l'Afrique doit ressembler à l'Europe, en fait, à terme. Ouais. Tu vois ce que je veux dire dans le développement. Maintenant, avec du recul, ma position elle est très différente. Ma position actuellement, c'est de dire, mais en fait, on n'est pas obligé de se raccrocher à ce train qui est déjà parti avant nous, qui va très vite et sur lequel les gens commencent à revenir. Je veux dire, la vision du capitalisme, avant, c'était l'idéal. Maintenant, beaucoup de gens sont plutôt anti-capitalistes, en mode, il faut qu'on revienne à des valeurs plus saines. On sait que la planète va mal. Est-ce que l'Afrique ne pourrait pas miser sur justement le fait de préserver l'environnement, puisqu'il est encore un petit peu moins attaqué qu'ailleurs? Donc, ma vision a vraiment changé. Avant, pour moi, c'était la vision de développement à l'occidental que le continent devait viser. Aujourd'hui, ma vision, c'est de dire non, en fait, on ne doit pas faire la même chose. On doit trouver ce dans quoi nous, on sera bon, et progresser ensemble, être plus solidaires entre Africains, se faire plus confiance, etc. Donc, c'est vrai que ça m'a fait vraiment évoluer ma perception de panafricaine, qui avant était plutôt un calque, et qui maintenant est là, genre, non, dans quoi on peut être bon, voilà, ça, c'est nos points forts, misons là-dessus, plutôt que de vouloir toujours copier, et puis à chaque fois d'être largué, parce qu'on arrive toujours un peu plus tard, quoi. Et donc, ça, c'est par rapport au Rwanda. Et alors, par rapport à moi, franchement, c'est toujours compliqué, mais je crois que ce qui ressort de mes proches quand ils me voient ou quoi, c'est je suis nettement plus apaisée. Donc, j'ai été stressée vraiment énormément les 2-3 premières années du restaurant. En plus, comme beaucoup de gens qui changent de vie, un sacré syndrome de l'imposteur. J'avais toujours l'impression que ça allait s'effondrer quand les choses se passaient trop bien. Excuse-moi. Je me disais toujours, bon, ça se passe bien, mais demain, ça peut être fini, peut être fini, ou bien un jour, les gens vont nous dire qu'en fait, ils nous ont dit que c'était bien, mais que c'était pas vrai. Donc, mon syndrome de l'imposteur a été vraiment important. Et heureusement j'ai trouvé une chouette thérapeute ici pour pouvoir aller poser tout ça en mode, genre, j'ai l'impression que tout va s'effondrer tout le temps, et elle me regardait, genre, OK, on va bosser là-dessus. Et depuis, c'est vrai que voilà, je suis quelqu'un de plus... Donc, j'avais plutôt tendance à être pessimiste dans la vie. Je voyais toujours le verre à moitié rempli. Je voyais toujours les problèmes qui pouvaient arriver. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui anticipait tout ce qui pouvait mal se passer. Ouais. Et du coup, je me réjouissais pas assez du moment présent. Ben, ça a changé. Aujourd'hui, je sais que oui, des choses peuvent arriver, mais que je n'ai aucun contrôle dessus. Donc, en attendant,
Ce sur quoi j'ai le contrôle, c'est d'apprécier ce qui se passe ou d'agir sur ce qui est en train de se passer, mais commencer à anticiper. En fait, cette année a été une particulièrement bonne leçon avec le Covid. C'est un truc qui n'était pas dans le business plan. Hein. On va faire un business plan et peut-être après 6 ans, il va se passer un truc mondial et tout sera... non, ce n'était pas dans le business plan. Et donc ça a été une belle leçon parce que ce serait arrivé il y a 2 ou 3 ans. Je pense que je me serais effondrée de stress, genre, oh mon Dieu, les gens ne peuvent pas aller au restaurant, on doit faire que du takeaway, le restaurant ne va jamais tenir, les employés... J'aurais fondu en larmes et je me serais planquée au fond de mon lit en mode réveillez-moi en 2021. Or, cette année, quand c'est arrivé, j'ai paniqué. Bien sûr que j'ai paniqué quand on nous a annoncé qu'on devait fermer et faire que du takeaway. Mais par contre, j'étais aussi en mode genre, bon, Nat, le restaurant, quand même, tu as une équipe solide, ils sont prêts à venir travailler, on peut quand même faire des livraisons là où dans d'autres pays, c'était fermé. Donc voilà, sur ça, tu as une prise. Maintenant, ce sera qu'est-ce que tu peux faire? Ah ben oui, contacter la propriétaire, négocier le loyer parce qu'il y a une crise mondiale. On n'a pas d'emprunt à la banque, donc déjà, tu peux te détendre parce que tu ne dois de l'argent à personne a priori, à part ce loyer et tes fournisseurs. Donc, sur quoi tu as une prise? Contacter les fournisseurs, ton propriétaire et voir comment les aménagements vont être possibles. Et ensuite, faire de la pub à fond sur ton restaurant, sur les takeaway, les livraisons, prendre toutes les options de livraison possibles avec toutes les compagnies possibles. Comme ça, tu te fais vraiment le marché le plus large. Et puis, advienne que pourra. Et de nouveau, un jour après l'autre, en fait. Genre, là, c'est une pandémie mondiale. Mais c'est vrai que voilà, ce serait arrivé au début de notre aventure. Je pense que j'aurais juste dit on ferme, en fait. Parce que je me serais dit c'est trop. Alors que maintenant, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, d'abord, rien n'est jamais vraiment trop et qu'on a le droit de paniquer au début, mais qu'après, il faut juste se poser et faire OK, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je ne peux pas tout contrôler. Et pour une ancienne contrôle fric, c'est très dur à admettre. Mais il y a des petites choses que je peux contrôler. Donc, je vais me focaliser dessus. Et les grandes choses, je vais attendre et on verra, quoi. Aujourd'hui, ça fait 5 ans, si je ne dis pas de bêtises, que tu vis au Rwanda. Comment c'est ta vie là-bas au quotidien, hormis ta vie de femme d'entreprise, ou y compris, on dira, et à quoi ressemble une journée type, on va dire? Ok, alors, donc on a 2 filles maintenant. Donc je suis arrivée avec une fille, et puis l'année qui a suivi l'ouverture du restaurant, je suis tombée enceinte. Donc maintenant, j'ai 2 filles qui ont 8 ans et 4 ans. Donc, il y a évidemment une grande partie de ma vie qui tourne autour d'elles, puisqu'on les dépose à l'école, on va les récupérer. Donc, ici, l'école, par exemple, pour les maternelles, c'est des demi-journées. On ne met pas les enfants à l'école toute la journée. Donc, la petite, je la récupère à 12h30. Ça veut dire que je peux luncher avec elle. Ça n'a pas toujours été possible avec la grande parce que c'était le début du resto. Mais aujourd'hui, avec l'équipe qu'on a, on peut vraiment être avec nos enfants quand même pas mal de temps et aller au restaurant quand c'est nécessaire pour les tâches vraiment à faire. Donc, grosso modo, je me lève très tôt parce qu'ici, tout le monde se lève très tôt. Donc, je dirais 5h, 5h30, nous, on est debout. On quitte la maison à 6h45 pour déposer les filles. Et puis, généralement, après, moi, je vais chez les fournisseurs, tout ce qui est administratif aussi, que ce soit la banque ou des petits papiers par-ci, par-là. Parce que voilà, un restaurant, c'est pas juste faire à manger. Il y a la comptabilité, les taxes, parfois préparer des factures pour des gros clients qui avaient fait des dîners, qui ont besoin d'un truc plus spécifique, répondre à des mails. Ensuite, avec mon mari, ça peut être travailler sur un nouveau menu, c'est-à-dire que lui prépare le nouveau menu, moi je viens pour tester, goûter, faire les photos. Donc il y a la communication aussi sur les réseaux. Je blogue, j'essaie de bloguer. Enfin, quand je dis je blogue, j'écris pas un article tous les jours. Je devrais, mais ça c'est mon prochain goal. Pour l'instant, c'est plus un passe-temps ce blog pour juste un peu montrer justement ce quotidien qui est un quotidien tout à fait normal, à part qu'il est situé à Kigali. Et donc voilà, l'après-midi en général, on a les 2 petites, les devoirs, le bain, et puis généralement le soir, on va au restaurant pour le service du soir. Donc moi, je suis plutôt en clientèle, je parle avec les clients. Parfois, j'ai une amie qui vient, donc je suis assise à une table quand il y a d'autres clients. Et puis les soirs où je travaille pas, je suis avec mes copines. Donc maintenant, j'ai quand même, voilà, ça met du temps aussi de se refaire des amis, surtout avec le métier qu'on avait, puisqu'on était tout le temps, voilà. Le réseau, ça va encore, parce que tu peux vite trouver des gens dans le même domaine que toi qui vont donner des tuyaux. Mais nous, on travaillait au début vraiment tout le temps. Et du coup, voilà, les gens les mangent au restaurant, mais nous, on ne quittait pas le nôtre, en fait. Donc, je dirais que les 2 premières années, c'était assez solitaire quand même. On avait le dimanche, qui était notre jour de repos, où là, on avait parfois un petit barbecue. Et donc, ça a pris du temps de se faire des amis. Aussi parce qu'en fait, on ne rentre pas dans des cases particulières.
On est à la fois expat et pas expat parce qu'on est plutôt repat. On est à la fois belge, mais on est aussi rwandais et burundais pour mon mari. Donc c'est vrai que voilà, on a mis du temps d'avoir un cercle, et aussi parce que moi, voilà, je suis plus dans la qualité que la quantité, j'ai envie de dire. Donc j'ai pas envie d'être dans des gros groupes avec plein de gens. J'avais envie d'avoir des gens avec qui je me sentais vraiment connectée et que ce soit du temps de qualité. Donc voilà. Et les soirs où je travaille pas, je suis avec des amis. Hier, on était chez un ami qui nous a fait à dîner. Ce soir, je retrouve des copines aussi. Donc, vraiment une vie, j'ai envie de dire, tout à fait banale, comme elle pourrait être à Bruxelles ou à Paris. Je pense que ce qui change ici, c'est qu'on a beaucoup d'aide. Donc, on a une super nounou, ce qui est un truc merveilleux quand on a des enfants. Parce que du coup, quand on n'est pas là, il y a toujours quelqu'un pour être avec elle sans devoir préparer le babysitting et des trucs comme ça. Et donc voilà, c'est vrai qu'on a quand même une qualité de vie qui est un peu plus cool. Il fait beau, ça joue beaucoup aussi, ça, on oublie, mais voilà, c'est comme l'été en Europe, on est quand même tous beaucoup plus contents quand c'est l'été que quand c'est l'hiver. Voilà, ici, il fait quand même beau vraiment presque tout le temps, donc c'est cool. Et voilà, les journées types, elles sont normales. Enfin, ma normalité, c'est celle-là. Alors là, on parle de ta vie aujourd'hui au Rwanda. Bien sûr, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, quand on parle du Rwanda, on parle du génocide. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore des traces de ce massacre? Quel regard porte le pays sur ce qui s'est passé? Alors, c'était un long travail. Donc, bon, le génocide des Tutsis, ce qui est très particulier, contrairement à d'autres génocides, c'est ce qu'on appelle un génocide entre voisins, en fait. Donc, c'est-à-dire que si tu penses par exemple à la Shoah, il y a beaucoup d'Allemands qui pouvaient totalement ignorer ce qui se passait dans les camps de concentration parce qu'ils habitaient loin ou qu'ils n'avaient pas envie de savoir, etc. Ici, on parle d'un génocide où les voisins tuaient leurs voisins, des amis pouvaient se retourner contre des amis, donc c'est vraiment très particulier. Et donc ça, évidemment, quand la guerre se termine et qu'il faut que les gens revivent ensemble, ça a demandé un travail de fond vraiment important. Et je pense que ce qui a beaucoup aidé dans la gestion de l'après-génocide, ça a été que le gouvernement qui a été mis en place et l'armée qui avait libéré le pays ont vraiment bien fait comprendre qu'on n'allait pas pouvoir vivre dans la vengeance perpétuelle. C'est-à-dire que là, il y avait toute une partie de la population qui avait été décimée. On ne pouvait pas, du coup, de l'autre côté aussi imposer la peine de mort pour un peu se soulager, et que quelque part, c'est un pays où on partage la même langue, la même culture, les mêmes croyances. C'est vraiment quelque chose qui a été, qui est parfois incompréhensible parce que c'est pas des différences importantes où on peut dire oui, vraiment, c'est des gens différents. Non, on est les mêmes, quoi. Et donc, tout le travail de reconstruction a été de se focaliser sur les ressemblances et sur le fait que les différences, elles étaient plutôt sociales qu'autre chose, et que donc, c'est sur ça qu'on devait travailler. Et ils ont vraiment fait un travail en remettant en place des systèmes qui existaient avant la colonisation, comme par exemple les tribunaux populaires, comme on appelle ça, parce qu'en fait, les tribunaux de la justice classique étaient remplis pour poursuivre les génocidaires, les penseurs, on va dire, ceux qui avaient préparé, ceux qui ont armé, ceux qui ont fait le lavage de cerveau. Eux devaient évidemment passer par tribunal pénal international ou des tribunaux comme ça. Et après, comme il y avait beaucoup de tueurs qui avaient participé, c'était comment est-ce qu'on va faire? Et donc, ils ont réintroduit ce système qui a permis en fait que les victimes puissent se faire entendre par tout le village. Le coupable doit s'expliquer et, en plus de la peine de prison, doit offrir réparation. Donc, la réparation, ça peut être pour une dame qui a perdu son mari et ses enfants, que le prisonnier vienne tous les jours s'occuper de ses champs, par exemple. Il est prisonnier, il dort à la prison, mais la journée, c'est lui qui travaille pour que cette dame qui a perdu toute sa famille puisse subvenir à ses besoins avec ceux avec qui elle reste. Et ça a vraiment permis en fait de revenir, de rétablir en fait un lien de on est ensemble. Ce qui s'est passé est atroce, mais on est ensemble. Il y a le fait que chaque année, il y avait des commémorations, donc vraiment jusqu'encore aujourd'hui. Maintenant, elles commencent à s'espacer, mais jusqu'il y a peu, c'était vraiment des commémorations chaque année qui duraient une semaine. Les restaurants fermaient, la plupart des endroits un peu festifs fermaient pour que les gens puissent vraiment se recueillir. Donc, ce n'est pas un sujet qui est tabou, c'est un sujet dont on parle. Après, c'est un sujet dont on préfère parler entre nous, entre Rwandais, et qu'on n'aime pas trop parler dans la presse étrangère, parce que forcément, la presse, il y a encore régulièrement des gens qui nous parlent de guerre civile, et on est là, genre, les gars, ce n'est pas une guerre civile, ou qui nous parlent de double génocide, ou d'autres choses comme ça. Et donc, c'est très compliqué, parce que le Rwanda a vraiment été abandonné pendant ce génocide, c'est-à-dire que
les Nations Unies, tout le monde était un peu en mode un petit pays d'Afrique de l'Est, ils se battent entre eux, on s'en fout, quand en fait c'était un véritable génocide, on fait des femmes, des enfants, c'était atroce, quoi. Et du coup, les Rwandais ont gardé ce truc de se dire, on est livré à nous-mêmes, donc c'est à nous de, rétablir un lien de confiance pour qu'on puisse avancer, deux, à nous de voir comment est-ce qu'on arrange nos commémorations, nos trucs, sans attendre aussi de l'extérieur un soutien ou de la reconnaissance. Et ça a vraiment permis de ressouder vraiment le pays autour de tout ça, quoi. Toute la narration politique est vraiment de dire, voilà, on doit avancer, ce qu'on a vécu est atroce, et maintenant, il va falloir qu'on aille plus loin, mieux. Et on a aussi réalisé, voilà, qu'une des choses qui avait aussi permis que ce génocide se déroule, c'était le fait que les gens, à ce moment-là, à l'époque au Rwanda, il y a des gens qui n'avaient pas assez à manger, l'accès à l'éducation n'était pas pour tout le monde, il y avait beaucoup de corruption, beaucoup de choses comme ça. Et donc, ils ont vraiment mis en place des systèmes pour essayer que tout ça disparaisse. C'est un des pays où il y a le moins de corruption. Je veux dire, c'est un point où parfois, je sais pas, moi, je fais l'administration, je dois payer quelque chose, et je dis au gars, mais j'ai l'argent, quoi, je peux payer. Et le gars va me faire, non, tu dois faire un transfert bancaire ou payer par Internet avec mobile money. On ne remet jamais de la main à la main de l'argent à un fonctionnaire pour éviter la tentation de corruption et que les choses soient claires et nettes. Pareil pour l'enseignement, ils l'ont rendu gratuit, c'est-à-dire que les parents doivent juste payer l'uniforme et c'est tout, mais les repas à l'école sont gratuits. Donc, ils se sont vraiment rendus compte qu'en fait, si la société, si tout le monde vit a accès à tout, soins de santé, a accès à l'éducation, qu'on n'est pas corrompu, donc que les riches n'ont pas plus que les pauvres, eh bien, les gens peuvent plus facilement vivre en paix, en fait. Et donc ça, c'est vrai que c'est assez bluffant, parce que moi, quand je suis arrivée, je ne savais pas trop, j'avais juste lu beaucoup, mais c'est vrai que je ne savais pas, et je me demandais, est-ce que dans la réalité, les gens sont vraiment réconciliés? Et voilà, maintenant, ça fait 6 ans que je suis ici, et je peux vraiment dire que le travail qui a été fait est impressionnant, parce que on a ressoudé des gens qui se déchiraient il y a 26 ans. Bien sûr, quelqu'un qui a perdu toute sa famille n'a pas oublié, mais cette personne sait aussi que voilà, il y a eu de l'instrumentalisation, qu'il y a eu des circonstances, et que donc si on évite ces circonstances et cette instrumentalisation, eh bien on pourra continuer à progresser ensemble. Et comme c'est un pays qui est petit, ils ont aussi très vite compris qu'il fallait miser sur ce qu'ils avaient, à savoir production de thé et de café. On a beaucoup de champs de thé et de café, donc c'est un des premiers trucs qu'on exporte et qui rapporte beaucoup d'argent au pays. Et le tourisme, puisqu'on a la chance d'avoir les gorilles de montagne au niveau du parc des Virunga. Et du coup, le gouvernement a misé énormément sur le développement du tourisme, à tel point que voilà, on a accueilli des marques comme Marriott et des choses pareilles, parce que vraiment tout est fait pour que les revenus rentrent en permanence dans le pays, indépendamment de la situation, je veux dire, au quotidien. Donc, beaucoup de gens vivent du tourisme, beaucoup de gens vivent du thé, du café, et ça permet d'avoir une certaine stabilité aussi dans les revenus, et donc que les gens, quand on n'a pas faim, on a moins de colère envers les autres, il y a moins de jalousie, il y a moins de trucs, donc c'est vrai que ça a bien fonctionné. Et donc, voilà, c'est un bel exemple. Je sais qu'en tout cas, nous, tous nos proches qui sont venus, qui ne connaissaient soit pas l'Afrique, soit pas le Rwanda, tout le monde repart avec vraiment un sentiment de « Ah ben dis donc, c'est quelque chose ici ». Ce qui s'est passé a été terrible, mais la façon dont ça a été remis en place, le développement qui a suivi, waouh quoi. C'est vraiment un bel exemple de ce qui est possible avec voilà, un leadership qui est cohérent et qui décide d'avancer plutôt que de regarder derrière à gauche, à droite, et dire « Ok, nous, qu'est-ce qu'on fait pour nous ?» et les autres, s'ils viennent avec nous, tant mieux, s'ils ne viennent pas, bon. Tant pis. Tu nous as parlé de Marriott, je vais rebondir sur ça. Moi, alors, j'ai eu la chance d'aller au Sénégal, et pour être honnête, avant d'aller en Afrique, j'avais en tête un pays pauvre, un continent pauvre, parce que c'est ce qu'on montrait à la télé. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ce qu'on nous montrait à la télé. Et j'ai été surprise de voir au Sénégal des quartiers huppés, des gens vraiment aisés, et voilà, des gens qui ont les moyens, comme en Europe, voire plus. Et quand je regarde ton blog, il y a des endroits où je me dis « Waouh, quoi !» J'ai juste envie de prendre un billet d'avion et d'y aller. Ah, c'est clair. Tellement c'est beau, tellement il y a des endroits qui sont très luxueux. À ton avis, pourquoi on ne parle pas de cet aspect du continent africain ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je pense qu'en fait, on en parle, mais que c'est pas encore, le bruit n'est pas encore suffisamment fort que pour couvrir le bruit des préjugés qui, lui, est beaucoup plus important. C'est un peu comme les fake news sur Internet qui ont plus de poids que les vraies nouvelles. Ben, je pense que c'est un peu pareil. C'est-à-dire que
ce sont des années et des années où on dépeint ce continent par rapport à toutes les guerres qui peuvent se passer, par rapport aux problèmes naturels aussi qui peuvent arriver, parfois des volcans, etc., ou bien sanitaires, Ebola, voilà, la famine. Donc en fait, la plupart du temps, quand on parlait de l'Afrique, c'est pour parler de ce qui ne va pas. Et du coup, même si à côté, il y a pas mal de gens qui essaient de dire, mais attention, parce que l'Afrique, c'est aussi ça, pour l'instant, le bruit ne couvre pas assez les préjugés. Mais je pense que ça change doucement. Je pense qu'Internet, pour ça, est vraiment un atout de dingue. Moi, c'est clairement une des motivations de la création de ma page Instagram et du blog. C'était quand je voyais qu'il y avait encore des gens qui, quand ils vont en Afrique, ne montrent que les petites cases. Il y en a. Moi, je ne suis jamais dans le discours de dire non, mais l'Afrique, c'est l'Europe. Non, et heureusement que ce n'est pas l'Europe d'ailleurs, parce que ce n'est pas le but. Mais par contre, c'est marrant que les gens qui viennent en voyage soient tellement plus contents de montrer un enfant qui est nu-pied que de montrer un enfant en uniforme qui va à l'école. Ouais, Ça, après, c'est vraiment une question de, je pense aussi, de ce que les gens aiment liker, etc. Et donc, moi, je me dis, si chacun d'entre nous, si chaque personne, soit africaine, soit d'origine africaine, soit même européenne, mais qui vient d'Afrique depuis longtemps et qui est vraiment amoureuse du continent, si chacun d'entre nous, on continue à poster nos trucs, eh bien, ça va finir par prendre de l'ampleur. Moi, quand j'ai commencé mon compte, franchement, je me disais, mais qui va même regarder ce compte d'une meuf qui vit à Kigali et qui ne montre pas la pauvreté? Genre, ça va intéresser personne. Ben, en fait, si ça intéresse des gens, ça a permis à des gens de m'écrire en disant je ne voyais pas du tout ça comme ça. Ça m'a même permis parfois de parler à des Rwandais qui parfois ont perdu leur famille pendant le génocide, ont été adoptés, n'ont jamais remis les pieds au Rwanda et qui me disent mais en fait grâce à toi j'avais peur vraiment du Rwanda que moi j'avais encore en tête et grâce à toi je me rends compte qu'en fait je peux revenir et que ça a vraiment changé et que donc je pourrais m'y plaire en fait. Mais donc voilà, je pense que vraiment le problème, c'est juste que le poids des préjugés est toujours plus important que le poids de la vérité. Et je pense qu'individuellement, les voyageurs, les agences de voyage doivent aussi faire ce boulot-là. Moi, c'est vrai que quand on a des amis qui viennent, je leur dis, hein, genre, voilà, c'est cool, vous allez voyager dans le pays, etc. Avant de poster une photo, réfléchissez quand même toujours à quelles sont vos intentions, quoi. Parce que c'est important de tout montrer. Je ne dis pas qu'il faut montrer que ce qui est merveilleux, mais je dis, tu peux montrer la pauvreté dans tel village, parce qu'en effet, il y a des villages encore où c'est très rural. Mais à côté, montre aussi Kigali, quoi. Ne résume pas le Rwanda au cliché que les gens attendent déjà, en fait. Quand tu dis aux gens, je pars en voyage en Afrique, ils vont faire « Oh là là, tu vas aller aider des petits-enfants !» Non, 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 je vais en vacances, comme je dirais, en vacances à Barcelone. Je ne vais pas aller aider des enfants à Barcelone, donc je ne vais pas aider des enfants à Kinshasa parce que je suis à Kinshasa. Et donc, moi, j'essaie vraiment, à titre personnel, d'essayer de responsabiliser déjà mes proches. Et après, en le partageant sur Internet, c'est aussi vraiment ça le discours que j'essaie d'avoir. C'est genre, oui, ça existe, il y a de la pauvreté, mais il y en a partout dans le monde. Et quand je vais à Paris, je ne fais pas des photos des SDF. Donc, quand je suis dans un autre pays, pareil, s'il y a des gens pauvres, je trouve ça bizarre de les prendre en photo, en fait. Donc voilà, c'est vraiment, je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir changer l'image. C'est par les gens qui voyagent, c'est par le fait de montrer tous les côtés de l'Afrique, la richesse, la pauvreté, et de dire qu'en fait, ça commence à s'équilibrer. Avant, c'était beaucoup de pauvreté. Maintenant, il y a une classe moyenne. Comme tu dis, il y a des gens aussi très, très aisés. Les gens ne réalisent pas, hein. Genre, en Afrique de l'Ouest, il y a des gens qui voyagent avec leur jet privé là, au Nigeria ou quoi, qui sont dans le pétrole. On a des mecs, c'est comme à Los Angeles, quoi. Ils ont une vie comme une star américaine, mais ils sont africains. Si tu vas en Afrique du Sud, c'est bluffant aussi, ce pays-là, parce que là, c'est juste vraiment... tu te croirais parfois plus sur le continent africain d'ailleurs, Abidjan, enfin voilà, l'Afrique, c'est vraiment un continent qui est très riche et pas que de ce qu'il y a dans sa terre, les villes, la culture, il faut qu'on en parle plus et je pense que voilà, c'est par le voyage et par le partage qu'on change tout doucement les préjugés en fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu t'avoir dans ce podcast parce que j'ai adoré vraiment cette approche que tu as du Rwanda et des endroits que tu visites. Parce que déjà, je trouve que c'est rempli de bienveillance et ça nous manque aujourd'hui. En tout cas, moi, ça me manque aujourd'hui. Ces regards bienveillants sur les autres, sur les pays qu'on visite et sans vouloir à tout prix faire du buzz avec justement, comme tu le dis, la misère des gens. Et non, parce qu'il n'y a pas que ça. Alors oui, c'est vrai, il y a ça partout dans le monde, mais il n'y a pas que ça. Et je pense que des fois, on oublie que montrer qu'il y a de belles choses, ça fait aussi du bien. Et je trouve que ton blog le fait merveilleusement bien. Et pour continuer sur cette... écoute, merci. C'est le plus beau compliment que tu peux me faire. C'est vraiment ça. C'était vraiment ça. Le but, c'était juste
comment je peux apporter ma petite pierre à l'édifice. Et c'est pas pour donner des leçons, c'est juste dire, voilà, moi, ce que je vois, en fait, c'est tout. Donc, venez voir avec moi et puis voilà, quoi. Justement, avec ton regard, avec tes yeux à toi, quels sont les indispensables à faire là-bas si on veut venir en vacances? Alors, si on vient en Rwanda, d'abord passer un peu de temps à Kigali parce que c'est une petite ville, mais elle est quand même très, très chouette avec pas mal de petits endroits où aller, où sortir et des chouettes petits designers, créateurs qui souvent travaillent avec justement des coopératives et donc qui permettent à des gens d'avoir une meilleure vie en vendant des produits artisanaux. Ensuite, moi, je dis toujours aux gens, le parc de la Kagera, c'est quand même, si on n'a jamais fait de safari, en plus, ça vaut vraiment la peine puisque c'est un parc avec les Big Five, lions, léopards, rhinos, éléphants et buffles, plus girafes, zèbres et compagnie. C'est très, très beau. C'est un parc où on peut loger dans vraiment différents styles. Donc, il y a des hôtels méga luxueux. Enfin, il y a un hôtel méga luxueux. Il y a 2 hôtels moyens. Et puis, il y a l'option de faire du camping. C'est un camping qui est protégé. Donc, il y a des fils électriques pour pas non plus se dire, oh mon Dieu, je dors au milieu de la savane, les lions vont m'attaquer. Même s'il y a des gros zèbres à manger, on se dit toujours que peut-être ils veulent manger un humain. Bon, c'est jamais arrivé, mais on a tous ce flip. Mais donc ça, c'est vraiment très, très beau. C'est des paysages. On est plutôt du côté de la Tanzanie, donc c'est des vallées, des collines, c'est très vert, c'est vraiment superbe. Et alors, vraiment, donc le Rwanda, c'est petit, donc pour moi, en fait, quand on vient au Rwanda, il faut tout faire. Donc ensuite, il faut aller du côté de l'ouest, où là, on est près du lac Kivu, qui est un des plus grands lacs africains. Il y a 2 très chouettes villes qui sont Gisenyi et Kibuye. Là, c'est vraiment pour se reposer, faire du canoë-kayak, faire des tours en pirogue et profiter d'hôtels qui sont vraiment beaux parce que il y a des très, très belles constructions à flanc de colline qui donnent sur le lac avec les palmiers. Enfin, moi, c'est un endroit où où on aime bien aller se ressourcer, en fait, rien que d'être là-bas. Et même si c'est 24 heures, j'ai l'impression d'avoir une semaine de vacances parce que le calme est tellement important. Et puis, pour ceux qui peuvent, évidemment, les gorilles, le permis est un peu cher. Il est à $1 500 maintenant. Mais cela dit, je ne connais personne qui a regretté de l'avoir fait, même à ce prix-là. Donc, il y a des gens qui, en fait, c'est un peu le but de leur voyage. Donc, ils vont économiser très longtemps et ils viennent pour ça parce que c'est une rencontre absolument unique. Moi, je ne l'ai pas encore fait. Bon, pour les Rwandais, c'est moins cher, donc je pourrais le faire, mais c'est juste que je n'ai pas encore eu l'occasion ni le temps. Mais on a pas mal de potes qui l'ont fait et c'est vrai que c'est quelque chose d'absolument unique et c'est un des rares pays où on peut vraiment les voir d'aussi près. Quand on est en plus ou moins à 1 mètre, à 5-6 mètres des gorilles, d'une famille de gorilles et ils sont habitués parce que les rangers vont les voir tout le temps et donc c'est vraiment, les photos et les vidéos sont impressionnantes et apparemment en vrai, ça l'est encore plus. Et si on ne fait pas les gorilles, on peut aussi faire comment ça s'appelle, du hiking. Enfin, donc c'est des volcans, hein, le parc des Virunga, mais qui sont des volcans qui sont endormis. Et donc, on peut faire des randonnées, en fait. On peut monter en haut du Bisoké, qui est à 4000 mètres d'altitude. Ça, c'est un de ceux qu'on peut faire en une journée. Il y a aussi un autre, le Karisimbi, qui est le plus haut, où là, c'est par contre sur 2 ou 3 jours, on doit camper, etc. Donc, voilà, c'est un pays où, en fait, en général, les amoureux de la nature vont beaucoup se plaire parce que entre les paysages et les différents parcs nationaux, c'est vraiment, vraiment tourné autour de la protection que ce soit des animaux ou de l'environnement en général. Et voilà, c'est vraiment beau. Moi, je m'en lasse pas, ça fait 6 ans et à chaque fois qu'on fait la route pour aller quelque part, je suis toujours en train de dire à mon mari, t'as vu comment c'est beau, t'as vu comment c'est beau. Je pense que je m'y ferai jamais. Et pourtant, on voyage beaucoup et je trouve plein d'autres pays magnifiques. Mais le Rwanda, il y a un truc, les collines, les paysages, la verdure, c'est juste waouh, quoi. Franchement, je m'en lasse pas. Génial. Alors, j'ai pas pu te poser toutes les questions que je voulais, mais ça fait déjà plus d'1 heure et demie qu'on est en train de papoter. Et je te jure, Ok, c'est long. je te jure. Alors, ce que je te propose, c'est d'inviter toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont envie d'en savoir un petit peu plus à aller le découvrir sur ton blog parce que vraiment, en fait, les questions qu'il restait, c'était surtout la vie là-bas. Et je trouve que tu as des très beaux articles qui en parlent très bien. Donc, si vous avez envie de découvrir la vie au Rwanda, allez sur le blog Joli Tropisme qui va vous détailler encore mieux que ce qu'on pourrait faire là en très peu de temps. Et vous allez voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez voyager grâce aux écrits de Nathalie. Je vais quand même te poser une dernière question. Et ça, c'est la question signature du podcast. Si on ne devait Oui. retenir qu'une chose, soit de toi, de ton aventure ou n'importe quoi, un message que tu voudrais que les gens gardent en tête, si on ne devait retenir qu'une chose, ce serait quoi?
Euh, oh, c'est toujours compliqué, ça. Que si quelqu'un comme moi, qui vraiment était, je ne me suis jamais considérée comme quelqu'un de spécialement courageux ou de spécialement aventurière. Donc, si quelqu'un comme moi a pu le faire, moi, j'ai envie de dire que c'est un peu possible pour tout le monde et que j'espère que ça redonne juste un peu d'espoir à ceux qui parfois se disent ah non mais je n'y arriverai pas, ça n'a pas de sens, c'est un peu dingue, je n'ai pas tout le soutien que j'attends, je ne suis pas à 100% prête. J'espère juste qu'en fait s'ils me lisent ou s'ils m'écoutent, ils se disent mais en fait ouais en fait je peux quand même le faire parce que vraiment ça a été à la fois je suis désolée, je suis un peu émue. Ça a été à la fois la plus dure expérience de ma vie et la plus belle et j'adorerais que plein de gens puissent vivre quelque chose comme ça parce que ça change la vie. Voilà. Et je suis vraiment contente que tu aies partagé cette expérience avec nous parce qu'elle est juste magnifique. Et c'est l'idée de ce podcast, de mettre en avant des gens comme toi, des gens qui brillent et qui arrivent à nous faire prendre conscience que ben, si, vous pouvez le faire. Parce que comme tu l'as dit, si tu l'as fait, on peut le faire aussi. Et je te promets, moi aujourd'hui, j'ai juste envie de prendre ma valise et de venir au Rwanda. Clairement. Écoute, d'après ce que tu m'as dit, ton mari est déjà très dans ce délire-là, donc c'est bon. Alors, je ne dis pas que je viendrai y vivre, mais vraiment, et je te le dis aujourd'hui, tu peux le noter, je viendrai en vacances au Rwanda. Mais ça, je t'attends. Et ça aussi, j'ai envie de... On n'est pas obligé de partir vivre à l'étranger pour vivre une aventure. Ça, c'est aussi un truc, parfois, c'est vrai qu'il y a aussi tout ce discours de changement de vie, partir pour s'accomplir ou quoi. Il se trouve que dans mon cas, partir pour m'accomplir était important, mais je crois que c'est lié à mon identité, à ma propre histoire. Parfois, c'est juste partir quelques mois en voyage, oser faire ce tour de l'Asie qu'on a reporté parce qu'on se disait, avec les enfants, ça va être compliqué, puis se dire, en fait... essayons, pareil, on a prévu de partir 3 mois. Si après 1 mois on rentre, c'est pas grave. Tous les projets ne doivent pas être des projets radicaux, j'ai envie de dire. Faut vraiment se laisser. Les petits projets sont tout aussi chouettes que les gros. Genre ce blog, par exemple, c'est un bien plus petit projet que le restaurant. Il m'apporte tout autant de bonheur. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. J'ai pas non plus envie que les gens se disent quoi. Elle dit qu'on doit tout quitter, partir vivre ailleurs. Non, ça peut être partir en vacances. Partir en vacances, c'est déjà sortir de sa zone de confort. Ouais. Voilà. Donc faut oser. Faut juste profiter. Cette année nous l'a bien montré. En plus, voilà, tout peut changer très vite. Donc allons-y, brillons tous ensemble et profitons et que tout le monde soit heureux et que cette planète soit merveilleuse. Ça, c'est mon côté bisounours, mais voilà, je me dis que si on fait tout ce qu'on aime et ce dont on a envie, tout se passera nettement mieux pour tout le monde. Donc voilà, c'est mon petit côté optimiste. Tu as totalement raison. En tout cas, merci Nathalie. Merci à vous qui nous écoutez chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment plaisir. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver ma pause café avec Tia tous les mardis et sur tous les supports, que ce soit iTunes, Spotify, Deezer et bien sûr sur Instagram. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.